Un jeune milliardaire visite un hôpital pour faire un don et rencontre une pauvre petite fille serrant un ours en peluche, disant « Maman a dit qu'elle reviendrait après l'opération. J'attends toujours ». Il voit le nom de la mère sur le dossier médical et fond en larmes en découvrant ce qui lui est arrivé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Miles Wilson croisa les jambes pour la 4e fois en moins de 5 minutes, consultant une fois de plus sa montre-bracelet. 43 minutes d'attente. Un temps précieux qui aurait pu être utilisé pour finaliser des contrats ou analyser des rapports financiers. Sa montre suisse à quartz, un cadeau indulgent qu'il s'était offert lors de la conclusion de sa première grosse affaire, semblait se moquer de lui à chaque tic-tac. La salle d'attente de l'hôpital était bondée. Un mélange de visages fatigués et inquiets remplissait les chaises en plastique bleu délavé. L'air portait une légère odeur de désinfectant mêlée à celle du café provenant du distributeur automatique au bout du couloir. Miles détestait les hôpitaux, la vulnérabilité exposée, le rappel constant de la fragilité humaine. Tout cela le perturbait profondément. Il n'était là que parce que Jennifer, la responsable des relations publiques de son entreprise, avait insisté sur le fait qu'un don de sang serait excellent pour son image publique. Les gens aiment les PDG qui montrent leur responsabilité sociale, avait-elle argumenté. Avec le lancement imminent du nouveau produit de l'entreprise, Miles avait accepté à contre-cœur. Sa présence à l'hôpital serait bien documentée, avec des photos discrètes pour le rapport annuel et les réseaux sociaux de l'entreprise. Pour utiliser son temps en attendant d'être appelé, il consulta ses emails sur son téléphone. L'écran lumineux affichait une séquence interminable de messages. Confirmation de réunion, rapport trimestriel, demande d'investisseurs, une invitation à prendre la parole lors d'une conférence. Miles les fit défiler, répondant aux plus urgents, priorisant son temps comme il le faisait toujours. « Monsieur Wilson ?» Miles leva les yeux, espérant être enfin appelé pour le don de sang, mais l'infirmière à la porte appela un nom différent. Il retourna à son téléphone, légèrement agacé. C'est alors, en tentant de rédiger une réponse à un email particulièrement délicat, qu'il remarqua sa présence. 3 chaises à sa droite, assise toute seule, se trouvait une petite fille tenant un ours en peluche usé sur ses genoux. Il n'était pas dans les habitudes de Miles de remarquer les enfants. Généralement, ils représentaient le bruit, l'imprévisibilité et le désordre, 3 éléments qu'il avait méticuleusement éradiqués de sa vie personnelle et professionnelle. Mais il y avait quelque chose chez cet enfant en particulier qui attira son attention. Elle devait avoir 6 ou 7 ans. Des cheveux bruns bouclés tombaient sur ses épaules, retenus d'un côté par une simple barrette en forme d'étoile. Son petit visage portait un sérieux qui semblait déplacé pour son âge. Elle portait un t-shirt lavande légèrement trop grand pour elle et un jean avec une petite pièce sur un genou. Ce qui frappa le plus Miles, c'était l'ours en peluche dans ses bras. Il était clairement fait main, avec un tissu marron délavé, des boutons dépareillés en guise d'yeux et sur sa poitrine. Les coutures montraient des signes de multiples réparations, comme s'il avait été raccommodé d'innombrables fois au fil des ans. La fille parlait doucement à l'ours, l'installant soigneusement sur ses genoux comme s'il était fait du matériau le plus précieux au monde. Ses pieds, qui ne touchaient pas le sol, se balançaient légèrement, suivant un rythme qu'elle seule semblait entendre. Miles détourna le regard, essayant de se reconcentrer sur ses emails. Rien de tout cela ne le concernait. Probablement que l'enfant était avec un adulte qui s'était absenté aux toilettes ou était allé chercher un café. Il n'y avait aucune raison pour qu'une si petite fille soit seule dans un hôpital. Pourtant, son attention revenait sans cesse vers elle toutes les quelques secondes. Quelque chose dans la solitude de cette minuscule silhouette semblait déplacé, troublant. Après quelques minutes, Miles réalisa qu'aucun adulte n'était venu rejoindre la fillette. Elle était toujours seule, parlant occasionnellement à son ours en peluche comme s'il était son unique compagnon. Sans trop réfléchir, Miles glissa son téléphone dans sa poche et se rapprocha, s'asseyant sur une chaise à côté de l'enfant. « Bonjour », dit-il, essayant de paraître décontracté. « Il est intéressant, cet ours en peluche. » La fille leva les yeux, surprise qu'il lui ait adressé la parole, mais elle n'était pas effrayée. Elle avait de grands yeux marrons empreints d'une sorte de maturité tranquille que Miles n'avait jamais vue chez un enfant. « Il s'appelle Monsieur Bouton », répondit-elle en soulevant un peu l'ours. « C'est ma maman qui l'a fait pour moi. »« Monsieur Bouton. C'est un joli nom », commenta Miles, remarquant de plus près les boutons de différentes couleurs qui formaient les yeux de l'ours et étaient cousus sur sa poitrine. « Ta maman est très douée. » La fille hocha sérieusement la tête. « Elle sait faire plein de choses. »
Elle répare les vêtements des gens et fait des robes aussi. Et où est-elle maintenant? Demanda Miles, jetant un coup d'œil alentour comme s'il n'était pas vraiment intéressé. C'est alors que l'expression de la fillette changea, une ombre traversant brièvement son petit visage. Elle serra plus fort l'ours contre sa poitrine. Maman a dit qu'elle reviendrait après l'opération. J'attends toujours. La simplicité de cette déclaration, la vulnérabilité brute dans la voix d'un enfant, frappa Miles d'une manière inattendue. Quelque chose à cet instant où la petite fille seule, l'ours usé, le silence oppressant du couloir, déclencha une réponse presque physique, un serrement dans la poitrine, une sensation inconfortable qu'il ne pouvait nommer. « Ça fait longtemps que tu attends », demanda-t-il, sa voix sortant étrangement douce. La fille haussa les épaules, un geste étonnamment adulte. À un moment. Le soleil était encore levé. Miles regarda la fenêtre. Il faisait déjà nuit. Si la fille disait vrai, cela signifiait qu'elle était là, seule, depuis au moins 4 ou 5 heures. « Comment tu t'appelles » ? « Sophie », répondit-elle en ajustant le ruban usé autour du cou de l'ours. « Sophie Carter. » Le nom de famille ne provoqua pas de réaction immédiate chez Miles. Carter était assez courant pour ne rien signifier de spécifique, mais quelque chose dans toute cette situation le laissait mal à l'aise. « Je vois que Monsieur Bouton est vraiment spécial pour toi. Commenta-t-il. Sophie hocha la tête. « Il est avec moi depuis toujours. Quand j'ai peur, il m'aide à être courageuse. »« Tu as peur en ce moment ?» La fille hésita, comme si elle pesait le degré d'honnêteté à adopter. « Un peu. Les hôpitaux, c'est un peu bizarre, et ça prend vraiment beaucoup de temps. » Miles hocha la tête, ressentant une empathie inattendue. « Je suis d'accord avec toi. Les hôpitaux sont des endroits étranges. » Une infirmière passa rapidement dans le couloir et Miles remarqua comment les yeux de Sophie la suivirent avec espoir, puis retombèrent au sol avec une légère déception. Un malaise grandit en lui, un petit enfant seul pendant des heures, sans que personne ne s'en préoccupe. Cela ne semblait pas normal. « Sophie, je vais aller demander à l'accueil des nouvelles de ta maman, d'accord ? Peut-être qu'ils ont des informations. » La fille leva les yeux, une petite étincelle d'espoir apparaissant sur son visage. « Tu peux faire ça ? Ils ne me disent jamais rien parce que je suis une enfant. »« Je vais essayer, » dit Miles en se levant. Il se dirigea vers le bureau d'accueil où une femme d'âge moyen tapait rapidement sur un ordinateur. Il y avait une courte file d'attente, mais Miles attendit patiemment, chose inhabituelle pour son tempérament typique. Quand ce fut son tour, il utilisa son ton le plus assuré, celui qu'il réservait aux négociations à fort enjeu. « Excusez-moi, je suis préoccupé par une situation. Il y a une petite fille dans la salle d'attente qui est seule depuis des heures. Elle s'appelle Sophie Carter et apparemment sa mère est en chirurgie. J'aimerais savoir s'il y a des informations disponibles sur son cas. » La réceptionniste le regarda par-dessus ses lunettes de lecture. « Vous êtes de la famille ? » ?»« Non, juste un citoyen préoccupé. Un enfant de cet âge ne devrait pas être seul aussi longtemps. » La femme soupira, l'air fatigué. « Je suis d'accord avec vous, mais nous avons des règles concernant la confidentialité des patients. » Miles soutint son regard. « Je comprends les règles de confidentialité. Je ne demande pas de détails médicaux. Juste si quelqu'un est au courant qu'un enfant est seul depuis des heures. » La réceptionniste sembla considérer la situation un instant. Elle jeta un coup d'œil à Sophie, qui attendait sagement avec son ours en peluche, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Laissez-moi vérifier, » dit-elle finalement en tapant quelque chose dans l'ordinateur. « Carter ? Carter ? Ah oui. Cas d'urgence. Une voiture a quitté la route sur Main Street et a percuté plusieurs piétons. Elle est arrivée plus tôt cet après-midi. » Miles hocha la tête, essayant de ne pas montrer à quel point le mot « percuter » l'affectait, lui et la petite fille. « Y a-t-il un autre adulte responsable d'elle ?» continua la réceptionniste en examinant les informations à l'écran. Aucun autre contact d'urgence identifié dans le dossier. Juste la mère et la fille. La situation était pire que Miles ne l'avait imaginé. Un enfant complètement seul pendant que sa mère luttait pour sa vie quelque part dans cet hôpital. Puis-je voir le dossier médical ? Peut-être que je peux aider à localiser un membre de la famille. La réceptionniste hésita, clairement tiraillée entre le respect du protocole et la reconnaissance d'une situation exceptionnelle. Normalement, nous ne ferions pas ça, mais... Elle jeta un nouveau coup d'œil à Sophie. Je vais vous montrer seulement les informations de base, rien sur son état médical, juste pour qu'on essaie de trouver des proches. Elle sortit un dossier et l'ouvrit sur le comptoir, le tournant partiellement vers Miles.
Ses yeux parcoururent rapidement les informations jusqu'à ce qu'il trouve le nom complet de la patiente, Emily Carter. Le choc fut immédiat, viscéral. Miles eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'air lui manqua. Et pendant un instant, il fut paralysé, incapable de traiter ce qu'il venait de voir. Emily Carter. Sa sœur. Le nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 10 ans. La personne avec qui il avait coupé tous les ponts, déterminée à tracer sa propre voie, la sœur qu'il avait laissée derrière lui au nom de l'ambition et du succès. Monsieur ? La voix de la réceptionniste semblait lointaine. Miles tenta de se ressaisir, mais son esprit tourbillonnait. Emily était quelque part dans cet hôpital, sur une table d'opération, luttant pour sa vie. Et la petite fille assise seule dans la salle d'attente ? Sophie était sa nièce. Une nièce dont il ignorait même l'existence. « Est-ce que ça va, monsieur ?» insista la réceptionniste, clairement inquiète de sa pâleur soudaine. « Oui, Emily Carter est ma sœur, » réussit-il enfin à dire, sa propre voix lui paraissant étrange. « Nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps. Je ne savais pas. » Ce fut au tour de la réceptionniste d'être surprise. « Oh, alors la petite est votre nièce. Quelle coïncidence que vous soyez là aujourd'hui, justement aujourd'hui. » Coïncidence. Miles faillit rire de l'ironie. Il était là uniquement pour une séance photo d'entreprise mise en scène, déguisée en acte de charité. Et voilà qu'il découvrait que sa sœur, à qui il n'avait pas parlé depuis plus d'une décennie, luttait pour sa vie après qu'une voiture ait perdu le contrôle et l'ait percutée, et que sa nièce, dont il ignorait l'existence, était assise seule dans la salle d'attente. Oui, une coïncidence, répéta-t-il machinalement. Miles regarda Sophie, qui parlait toujours doucement à son ours usé. Comment n'avait-il pas remarqué avant ? Ses cheveux bouclés, la forme de ses yeux, c'était Emily. Maintenant qu'il savait, les similitudes étaient flagrantes, criantes. « Quel est son état ?» demanda-t-il, essayant toujours de digérer l'avalanche d'informations. « Elle est toujours en chirurgie. C'est un cas grave, mais l'équipe médicale est excellente. Dès que nous aurons des nouvelles, nous pourrons vous prévenir. » Miles hocha la tête, remercia la réceptionniste et retourna vers la salle d'attente. Chaque pas semblait demander un effort extraordinaire. Sophie leva les yeux pleins d'espoir quand elle le vit approcher. « Vous avez trouvé quelque chose sur maman ?» demanda-t-elle d'une petite voix, serrant son ours. Miles s'arrêta à quelques pas, soudainement incertain. Que devait-il dire ? Comment expliquer qui il était, ou plutôt, qui il aurait dû être mais n'avait jamais été ? « Ta mère est toujours en opération, » répondit-il finalement, choisissant la voie la plus simple. « Les médecins s'occupent bien d'elle. » Sophie hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. Monsieur Bouton a dit que ça prendrait du temps. Il est sage pour ces choses-là. Miles se rassit, cette fois plus près. Il étudia Sophie de près, cherchant d'autres signes d'Emily, essayant de comprendre comment sa vie en était arrivée là. Comment pouvait-il être si brillant professionnellement, PDG d'une entreprise en plein essor avec une fortune considérable, et pourtant si déconnecté de ce qui comptait vraiment ? Son téléphone vibra dans sa poche. Probablement Jennifer demandant des nouvelles des photos du don de sang. Ou peut-être un des investisseurs impatients d'avoir des réponses. Ou son assistant lui rappelant une réunion prévue ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, Miles ne prit pas la peine de regarder qui appelait. Le message pouvait attendre. Tout pouvait attendre. Juste là, assise à quelques centimètres de lui, se trouvait une partie de sa famille qu'il n'avait jamais connue, une fillette courageuse qui attendait patiemment, serrant un ours usé, une mère qui pourrait ne pas revenir. Et Miles, qui avait passé tant de temps à fuir le passé, à construire des murs autour de ses émotions, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une connexion authentique, un sentiment qui ne pouvait être quantifié dans une feuille de calcul ou mesuré en croissance trimestrielle. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, il était face aux conséquences de ses choix. Et étonnamment, pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était exactement là où il devait être. Miles resta assis à quelques chaises de distance, observant Sophie. La salle d'attente s'était un peu vidée au cours des dernières heures, ne laissant que quelques patients nocturnes dispersés dans les coins. Le silence n'était rompu que par les sons lointains de téléphones qui sonnent, d'infirmières qui parlent et d'annonces occasionnelles au haut-parleur. Sophie ne semblait pas perturbée par le temps qui passait. Elle restait assise avec une patience surprenante pour quelqu'un de si jeune, parlant doucement à son ours en peluche usé comme s'il était son plus proche confident. « Monsieur Bouton, tu crois que les docteurs s'occupent bien de maman ?» chuchota-t-elle en ajustant le ruban autour du cou du jouet. « Tu dis toujours qu'elle est forte, mais elle avait l'air fatiguée ce matin. »
Miles regarda la fillette pencher la tête, faisant semblant d'entendre une réponse de l'ours. Oui, je sais, mais elle avait promis de m'emmener au parc ce week-end. On va devoir encore repousser, je suppose? Il y avait une maturité dans ces mots, une compréhension de la réalité qui semblait disproportionnée pour quelqu'un d'aussi petit. Miles se demanda combien d'autres promesses avaient été repoussées dans la vie de la fillette, combien de fois Emily avait dû expliquer que les circonstances étaient plus fortes que leurs désirs. Sophie se mit à fredonner une mélodie simple et douce. Sa voix enfantine résonna doucement dans le couloir silencieux, créant une bulle d'intimité au milieu de la froideur institutionnelle de l'hôpital. Miles se figea. Il reconnut cette mélodie. C'était la même qu'Emily avait l'habitude de chanter quand ils étaient enfants. La même que leur mère leur chantait pour les endormir. Une simple chansonnette, comme une berceuse, transmise de génération en génération dans la famille. Il ferma les yeux un instant, se laissant emporter par le son. Emily, à 20 ans, chantant en rangeant le petit appartement qu'ils partageaient après la mort de leurs parents. Emily pliant les vêtements, organisant méticuleusement le peu de choses qu'il possédait, toujours avec cette mélodie aux lèvres, comme si la chanson pouvait conjurer les difficultés de la vie. Emily chantait toujours, même les jours les plus durs. Comme si la musique était sa façon de résister, une manière d'affirmer que la vie continuait, quoi qu'il arrive. Elle chantait en préparant le petit déjeuner, chantait en étudiant. Chantait après être rentrée du travail, peu importe sa fatigue. La vie est assez dure sans qu'on reste silencieux, Miles, disait-elle quand il se plaignait de ses chants. Si j'arrête de chanter, c'est que j'ai abandonné. Et je n'abandonnerai jamais. Détermination. C'était le mot qui décrivait le mieux Emily. Déterminée, résiliente, pleine de rêves même quand la réalité semblait s'acharner contre elle. Là où Miles voyait des obstacles, Emily voyait des défis. Là où il calculait les risques, elle embrassait les possibilités. Sophie arrêta de fredonner et retourna à sa conversation avec son ours. Miles remarqua combien ses gestes étaient identiques à ceux d'Emily. La façon dont elle penchait légèrement la tête vers la droite quand elle était concentrée, comment son index jouait distraitement avec une boucle de cheveux pendant qu'elle réfléchissait. Comment n'avait-il pas immédiatement réalisé que c'était la fille d'Emily? Maintenant qu'il le savait, les similitudes étaient flagrantes, évidentes. Les mêmes cheveux bruns bouclés, la même forme d'yeux, le même menton volontaire. Et dire qu'il aurait pu simplement traverser cette salle d'attente, faire son don de sang et repartir, sans jamais savoir que sa nièce se trouvait à quelques mètres de lui. La vie était pleine de ces ironies cruelles, de ces rendez-vous manqués, de ces occasions perdues. Ou peut-être, pensa Miles, ce n'était pas une ironie, mais une seconde chance. Le souvenir de sa dernière conversation avec Emily remonta dans son esprit, aussi vif que si c'était hier, et non plus de 10 ans auparavant. Le minuscule appartement qu'ils partageaient depuis la mort de leurs parents. Emily assise à la table de la cuisine, une tasse de thé entre les mains, son visage marqué par l'épuisement de quelqu'un qui venait de perdre son emploi. Miles, debout, tenant une lettre à en-tête d'une entreprise d'un autre État. « Quand est-ce que tu pars » avait-elle demandé, sa voix presque trop calme. « Dans 2 semaines » avait répondu Miles, évitant son regard. « Tu as déjà décidé, alors. Tu ne me demandes pas, tu me préviens. » Miles se souvint s'être senti agacé par son ton. « C'est une opportunité que je ne peux pas refuser, Emily. C'est le nouveau départ dont j'ai besoin. » « Et moi ? Et nous ? Je viens de perdre mon travail. Le loyer est en retard. Tu trouveras un autre travail. Tu trouves toujours. Et une fois que je serai installé, j'enverrai de l'argent. Il ne s'agit pas d'argent, Miles. Tout tourne toujours autour de l'argent, au final. Non. Il s'agit de choix. De priorité. Emily avait enfin levé les yeux vers lui. Il s'agit de toi qui choisis tes grands rêves au détriment de tout et de tout le monde. Ce n'est pas juste. J'ai le droit de chercher quelque chose de mieux dans la vie. Et moi non ? Tu crois que je n'ai pas mes propres rêves ? Mais je n'ai jamais envisagé de te laisser derrière. La réponse de Miles avait été rapide et cruelle. C'est peut-être ça ton problème. Tu t'accroches trop au passé, aux gens. Tu n'iras jamais nulle part comme ça. Il avait vu la blessure dans ses yeux, mais il n'avait pas reculé. La froideur calculée en lui définissait déjà l'homme qu'il deviendrait. Un dirigeant impitoyable, focalisé uniquement sur les résultats. Tu sais ce qui est drôle, Miles ? Avait dit Emily, sa voix presque un murmure. J'ai toujours pensé que nos parents seraient fiers de nous deux. De la façon dont on a avancé, dont on est resté unis. Maintenant, je vois qu'ils ne seraient fiers que d'un seul d'entre nous.
N'utilise pas nos parents contre moi. Je ne le fais pas. Je constate juste l'évidence. Ils nous ont élevés pour être meilleurs que ça. Pour savoir ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est de ne pas finir comme eux. Ce n'est pas une vie, ça, Emily. Ils avaient quelque chose que tu n'auras jamais si tu continues à penser comme ça. Quoi? Des factures en retard? Des soucis constants? De l'amour. Une famille. Un but au-delà de l'argent. Miles avait ri. Un son froid, distant. La philosophie de comptoir ne paie pas les factures. Emily l'avait fixé longuement, comme si elle voyait son frère pour la première fois. Ou peut-être la dernière. Alors pars. Mais ne reviens pas quand tu réaliseras que l'argent ne fait pas le bonheur. Il était parti le lendemain matin, pas 2 semaines plus tard comme prévu initialement. Il avait laissé un chèque et un mot avec sa nouvelle adresse et son numéro de téléphone. Un mot auquel Emily n'avait jamais répondu. Ces paroles résonnaient dans son esprit maintenant, alors qu'il regardait Sophie. Ne reviens pas quand tu réaliseras que l'argent ne fait pas le bonheur. Elle avait eu raison. Bien sûr, elle avait toujours raison. Miles avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Le succès, l'argent, la reconnaissance. Il était PDG d'une entreprise en croissance, possédait un appartement de luxe, conduisait une voiture importée, portait des vêtements de marque. Il dînait dans des restaurants chics, fréquentait des cercles exclusifs, avait son nom dans les magazines économiques. Pourtant, il était là, dans une salle d'attente d'hôpital, observant une fillette qu'il venait de découvrir être sa nièce, se sentant plus vide que jamais. Comment avait-il pu aller si loin dans la vie et pourtant devenir si distant de ce qui importait vraiment? Sophie rangea son ours en peluche dans son petit sac à dos et sortit un carnet de croquis aux bords effilochés. Elle se mit à dessiner quelque chose, la langue pointant au coin de la bouche alors qu'elle se concentrait. Une habitude qu'Emily avait aussi. Miles continua d'observer en silence, accablé par 10 ans d'absence, de choix égoïstes et d'occasions manquées. Son téléphone vibra à nouveau dans sa poche. Probablement quelque chose lié au travail, une réunion, un contrat, une décision urgente. Quelques heures plus tôt, il l'aurait consulté immédiatement, faisant passer les affaires avant tout. Cette fois, il laissa l'appareil où il était. Certains messages pouvaient attendre. Certaines priorités devaient être revues. Miles regarda Sophie, perdue dans ses pensées sur le temps, les choix et les secondes chances. Sur une sœur déterminée qui n'abandonnerait pas. Sur une nièce qui attendait patiemment. Sur un ours en peluche usé qui racontait des histoires silencieuses d'amour et de persévérance. Sur tout ce que l'on pouvait perdre en étant occupé à gagner tout ce que l'on croyait désirer. Une voix grave interrompit la rêverie de Miles. Famille d'Emily Carter? Miles bondit de l'endroit où il observait Sophie à distance. Un homme grand, à la peau mate et aux traits indiens, portant une blouse blanche sur un uniforme chirurgical bleu, se tenait au milieu du couloir. Son visage était fatigué, avec des cernes profonds sous les yeux, portant le sérieux de quelqu'un qui passe des heures à lutter pour la vie des gens. Ici, répondit Miles en s'approchant rapidement. Le médecin le toisa d'un rapide coup d'œil. Et vous êtes? Miles Wilson. Je suis son frère. Le mot sonna étrange sur sa langue, comme s'il parlait une langue qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Et voici Sophie, sa fille. Ma nièce. Sophie, qui avait remarqué l'agitation, s'approcha timidement, serrant Monsieur Bouton contre sa poitrine. Docteur, est-ce que ma maman est déjà réveillée? Demanda-t-elle doucement mais fermement. Le médecin s'accroupit légèrement, se mettant à sa hauteur. Son visage austère s'adoucit un peu. Pas encore, ma chérie. Mais on s'occupe très bien d'elle. Il se redressa, s'adressant à Miles. Je suis le docteur Sharma, le chirurgien responsable. Pouvons-nous parler en privé un instant? Miles hésita, regardant Sophie. Ne vous inquiétez pas, une de nos infirmières peut rester avec elle quelques minutes, le rassura le médecin en faisant signe à une jeune infirmière qui s'approcha avec un sourire doux. Bonjour Sophie. Que dirais-tu de venir avec moi voir si on peut trouver du jus de fruits ou un chocolat chaud pendant que ton oncle parle au docteur? Sophie regarda Miles, comme pour chercher son approbation. Ce regard, si confiant alors qu'elle venait à peine de le rencontrer, fit déferler sur lui une vague d'émotions indescriptibles. C'est d'accord. Je te rejoins dans quelques minutes, l'assura-t-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Pendant que Sophie s'éloignait main dans la main avec l'infirmière, le docteur Sharma conduisit Miles dans une petite salle de consultation vide, fermant la porte derrière eux. Monsieur Wilson, votre sœur a été percutée par une voiture qui a perdu le contrôle sur Main Street vers 13h30.
Un témoin a rapporté que le conducteur a sauté le trottoir et heurté 3 piétons. Votre sœur était la plus grièvement blessée. Miles sentit sa poitrine se serrer en imaginant la scène. Emily Marchand, pensant peut-être à son prochain projet de couture ou à ce qu'elle allait préparer pour le dîner de Sophie, quand sa vie fut violemment interrompue par une voiture folle. « Comment va-t-elle » réussit-il à demander. « Nous avons pratiqué une chirurgie d'urgence qui a duré près de 6 heures. Elle présentait de multiples fractures et une hémorragie interne importante. Nous avons dû retirer sa rate, qui était irrémédiablement endommagée. » Le médecin expliqua avec l'objectivité professionnelle qui vient d'années à affronter des tragédies quotidiennes. Nous avons réussi à la stabiliser, mais son état est encore délicat. Les prochaines 48 heures seront critiques. Miles s'appuya contre le mur, sentant ses jambes faiblir. Va-t-elle survivre? Le docteur Sharma soupira, s'autorisant un bref instant d'humanité au-delà de son professionnalisme. Nous faisons tout notre possible. Elle est jeune et semblait en bonne santé avant l'accident. C'est en sa faveur, mais il serait irresponsable de ma part de faire des promesses. Miles hocha la tête, appréciant l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle. Quand elle est arrivée aux urgences, était-elle consciente, demanda-t-il, essayant d'imaginer ce qu'Emily avait dû ressentir, la peur qu'elle avait dû éprouver. Oui, brièvement. Elle était très inquiète pour sa fille. Apparemment, elles étaient ensemble au moment de l'accident, mais la petite n'a pas été touchée. Qu'a-t-elle dit? Le médecin consulta rapidement des notes sur un presse-papier. Elle nous a demandé de trouver quelqu'un pour rester avec sa fille. Elle a mentionné qu'il n'y avait personne d'autre en ville, pas de proches. Notre assistante sociale a tenté de contacter quelques numéros trouvés dans son sac, mais sans succès. Miles ressentit une pointe de honte. Si Emily avait dit qu'il n'y avait personne, c'est parce qu'il n'y avait vraiment personne. Pas même un frère sur qui elle pouvait compter après si longtemps. A-t-elle dit autre chose avant d'être sédatée? Le docteur Sharma hésita un instant, comme s'il décidait s'il devait partager cette information. Elle n'a parlé que de sa fille. Elle nous a demandé de nous assurer que Sophie allait bien, qu'elle ne serait pas laissée seule. Elle a mentionné que s'il lui arrivait quelque chose, il y avait une lettre dans une boîte bleue, dans le placard de sa chambre. C'est tout, avant qu'elle ne perde connaissance. Miles ferma les yeux un instant. La dernière préoccupation d'Emily n'était pas pour elle-même, sa douleur ou son sort, mais pour Sophie. Même au seuil de l'inconscience, sa dernière pensée était pour son enfant. « Puis-je la voir » demanda Miles, la voix légèrement tremblante. Elle est en soins intensifs, sédatée et intubée. Les visites sont restreintes, mais je peux autoriser une brève visite compte tenu des circonstances. Juste quelques minutes. Miles hocha la tête en signe de gratitude. Et la petite? Sophie attend depuis des heures. Normalement, les enfants ne sont pas autorisés en soins intensifs. Mais peut-être pouvons-nous faire une exception et la laisser voir sa mère à travers la vitre, juste pour la rassurer un peu. Après ça, le médecin laissa la phrase en suspens, lançant un regard significatif à Miles. « Je vais m'en occuper », déclara Miles sans hésitation, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Je suis son oncle. Je m'occuperai de Sophie pendant qu'Emily se rétablit. » Le docteur Sharma parut soulagé. « Je suis heureux d'entendre ça. La petite est là toute la journée, et ce n'est pas un endroit pour un enfant. » En sortant de la salle de consultation, ils trouvèrent Sophie assise sur une chaise dans le couloir, tenant une tasse de chocolat chaud dans ses petites mains. Monsieur Bouton était soigneusement posé à côté d'elle. « Comment s'est passée ta conversation avec le docteur » demanda-t-elle avec un sérieux au-delà de son âge. « Maman va bientôt aller mieux ?» Miles s'assit à côté d'elle, cherchant des mots qui soient vrais mais pas effrayants. « Ta maman se repose maintenant. Les docteurs ont fait une opération pour l'aider à aller mieux. Ça va prendre du temps, mais ils s'occupent très bien d'elle. » Sophie hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement la gravité de la situation. « Je peux la voir ?» Le docteur Sharma intervint. « On peut la voir brièvement, à travers une fenêtre. Elle dort en ce moment, avec des médicaments spéciaux pour qu'elle n'ait pas mal, et il y a des machines qui l'aident à respirer. » La fillette se mordit la lèvre, hésitante. « Elle va avoir peur si elle se réveille et que je ne suis pas là. » La simplicité de son inquiétude serra la gorge de Miles. Sophie ne s'inquiétait pas pour elle-même, où elle dormirait ou ce qu'elle mangerait, mais pour ce que sa mère ressentirait. On laissera un mot aux infirmières pour que, quand elle se réveillera, elle sache exactement où tu es et que tu vas bien. Miles emmena Sophie aux soins intensifs, d'où ils purent voir Emily à travers une paroi vitrée.
Miles eut du mal à reconnaître sa sœur. Son visage était pâle, avec des ecchymoses qui commençaient à prendre une teinte sombre. Des tubes et des fils la reliaient à diverses machines qui bipaient et clignotaient. Sophie resta là, silencieuse, à observer. Elle ne pleura pas, ne posa pas de questions. Elle serra juste Monsieur Bouton un peu plus fort. Elle a l'air si immobile, dit-elle finalement. Les médicaments l'aident à se reposer pour qu'elle guérisse plus vite, expliqua Miles, se sentant maladroit et non préparé à la situation. Après quelques minutes, le docteur Sharma indiqua respectueusement qu'il était temps de partir. Miles remarqua que Sophie n'avait rien mangé depuis son arrivée à l'hôpital, et il était déjà 21 heures. « Sophie, tu dois avoir faim. Si on allait chercher quelque chose à manger ?» La fillette ne répondit pas tout de suite, les yeux toujours fixés sur sa mère immobile. « On pourra revenir tôt demain pour voir comment elle va, » promit Miles. Le docteur Sharma veillera sur elle en attendant. Finalement, Sophie hocha la tête, bien qu'à contre-cœur. Miles la guida hors de l'hôpital, surpris de la facilité avec laquelle elle plaça sa petite main dans la sienne, lui faisant entièrement confiance alors qu'elle ne le connaissait que depuis quelques heures. Le poids de cette confiance innocente le frappa durement. Il ne pouvait pas, ne voulait pas laisser tomber cet enfant. Près de l'hôpital se trouvait un petit restaurant confortable, encore ouvert. Miles y conduisit Sophie, choisissant une table tranquille dans un coin. La serveuse apporta les menus, jetant un regard compatissant à la petite fille à l'air fatiguée et à son ours usé. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ?» demanda Miles, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce que les enfants de son âge mangeaient habituellement. « Je peux prendre n'importe quoi ?» demanda Sophie, les yeux parcourant le menu avec intérêt. « Bien sûr. »« Alors je veux des pancakes avec du sirop au chocolat, » décida-t-elle après mûre réflexion. « Maman ne fait des pancakes que les jours spéciaux. » Pancakes, alors, acquiesça Miles, commandant un café pour lui-même, bien qu'il n'eût aucun appétit. Pendant qu'ils attendaient, Miles remarqua un magasin de jouets de l'autre côté de la rue, encore ouvert malgré l'heure tardive. « Attends-moi ici une minute, je reviens tout de suite, d'accord ?» Sophie hocha la tête, parlant doucement à Monsieur Bouton pendant qu'elle attendait. Miles traversa la rue et entra dans le magasin. Il choisit un ours en peluche neuf, doux et chic, avec un ruban rouge brillant autour du cou, tout le contraire de Monsieur Bouton, usé et rapiécé. Après l'avoir payé, il retourna au restaurant, où les pancakes de Sophie étaient déjà arrivés. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il en lui tendant le paquet du magasin. Sophie l'ouvrit soigneusement, révélant le nouvel ours. Elle eut un sourire poli et le remercia, mais mit le nouveau jouet de côté et serra Monsieur Bouton encore plus fort. « Il est joli, mais Monsieur Bouton est mon vrai ami. C'est maman qui l'a fait pour moi quand je suis né. » Miles hocha la tête, réalisant son erreur. Bien sûr, un ours chic acheté dans un magasin ne pouvait pas remplacer quelque chose fait avec l'amour d'une mère. Une fois de plus, il avait pensé que l'argent pouvait résoudre un problème qui concernait en réalité la connexion, le sens. Pendant que Sophie mangeait ses pancakes, Miles l'observait, remarquant chaque petite manie qui lui rappelait Emily. La façon dont elle plissait légèrement le nez quand elle souriait, comment elle penchait la tête quand elle réfléchissait. C'était comme voir sa sœur se refléter dans une forme plus petite. C'est alors que Miles prit une décision. En regardant Sophie, du chocolat au coin de la bouche, entièrement concentré sur ses pancakes, il sut qu'il était temps de dire la vérité. Il prit une profonde inspiration et dit « Je connais ta maman. En fait, je suis son frère. Je suis ton oncle. » Sophie s'arrêta, surprise. La fourchette resta suspendue en l'air pendant qu'elle assimilait l'information. « Vraiment ? Le frère de maman ? Alors, pourquoi tu ne nous as jamais cherchés ?» La question, directe et innocente, frappa Miles comme un coup de poing. Il n'y avait aucun moyen d'adoucir la vérité, ni aucune raison d'essayer. Parce que j'étais égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Et quand on s'est disputé, je n'ai pas su comment revenir. Je suis resté loin parce que je pensais que c'était plus facile. Mais j'avais tort. Sophie posa sa fourchette, étudiant le visage de Miles comme si elle y cherchait quelque chose de spécifique. « Maman a une photo de toi. Elle est très vieille. Vous souriez tous les deux. Elle a gardé une photo de moi ?» Miles ne put cacher sa surprise. Sophie hocha la tête. « Elle est dans son tiroir, avec d'autres trucs importants. Parfois, elle la regarde et elle devient triste. » Miles sentit le poids de ces mots. Emily ne l'avait pas complètement effacé de sa vie. Malgré tout, elle avait gardé un souvenir de lui. Sophie resta silencieuse un moment,
puis commença à expliquer avec l'innocence naturelle que seuls les enfants possèdent. On a vécu dans plein d'endroits différents. Une fois, on a dormi dans un atelier de couture parce qu'on n'avait pas d'argent pour une vraie chambre. Mais maman souriait toujours. Elle disait qu'on s'en sortirait. Parfois, les lumières s'éteignaient, mais elle allumait des bougies et racontait des histoires. Miles écoutait en silence, le cœur lourd. Chaque mot de Sophie était comme un miroir reflétant à quel point il avait ignoré la vie de sa sœur et de l'enfant pendant toutes ces années. Pendant qu'il construisait sa carrière, sa sœur luttait pour nourrir et loger sa fille. Pendant qu'il s'inquiétait du modèle de voiture de luxe à acheter, elle dormait dans un atelier de couture. Mais ce qui le frappa le plus, ce n'étaient pas les difficultés. C'était la résilience d'Emily. Même dans les moments désespérés, elle restait optimiste, créant des moments magiques pour sa fille, transformant littéralement l'obscurité en une occasion de raconter des histoires. Emily avait toujours été comme ça, même quand ils étaient enfants, trouvant la beauté dans les choses simples, créant quelque chose à partir de rien, transformant les difficultés en leçons. Miles avait oublié cette partie d'elle, ou peut-être choisi de ne pas s'en souvenir, car cela le remettait en question sur ses propres choix de vie. Ta maman a toujours été comme ça. Forte. Créative, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Quand on était plus jeune, elle pouvait fabriquer des jouets incroyables avec des choses que les autres jetaient. Comme Monsieur Bouton. Sophie souleva l'ours, montrant les boutons de différentes couleurs qui composaient ses yeux et étaient cousus sur son corps. Chaque bouton a une histoire. Celui-ci, le vert, vient de la veste de papy. Le rouge, c'était de la première robe que maman a cousue toute seule. Miles tendit la main et toucha doucement l'un des boutons dorés sur le ventre de l'ours. Et celui-là? Sophie sourit, un sourire qui illumina son visage fatigué. Maman a dit qu'il venait d'une de tes chemises. Celle que tu lui avais donnée avant de partir. Un lointain souvenir revint à Miles. Une chemise bleu foncé avec de petits boutons dorés, qui avait appartenu à leur père pour les grandes occasions, puis transmise à Miles quand il avait grandi. Il l'avait laissée à Emily en déménageant, avec d'autres vêtements qui ne rentraient pas dans son unique valise. Le fait qu'Emily ait gardé ce bouton toutes ces années et l'ait cousu sur le jouet le plus précieux de Sophie en disait long sur la place qu'il occupait encore, malgré tout, dans leur vie. Miles serra plus fermement la petite main de Sophie, sentant une détermination grandir en lui. Il ne pouvait pas changer le passé, ne pouvait pas effacer 10 ans d'absence, mais il pouvait être présent maintenant, quand elles avaient le plus besoin de lui. Submergé par l'émotion et la situation, il décida qu'il ne laisserait pas Sophie passer une nuit de plus à l'hôpital, à attendre sur une chaise inconfortable au milieu d'inconnus. « Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi ce soir? Tu pourras prendre un bain chaud, manger quelque chose de bon, et je te ramènerai tôt pour voir ta maman. » Sophie hésita, regardant Monsieur Bouton comme pour lui demander conseil. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle à l'ours, le plaçant près de son oreille comme si elle écoutait une réponse. Après un moment, elle hocha la tête solennellement. Monsieur Bouton dit que c'est d'accord, à condition qu'on revienne vraiment tôt demain. Il ne veut pas que maman s'inquiète si je ne suis pas là quand elle se réveillera. Promis, on sera là à la première heure, jura Miles, sentant la responsabilité de cet engagement peser sur lui. C'était la première promesse qu'il faisait à sa nièce, et il comptait bien la tenir, quoi qu'il arrive. En payant l'addition, Miles regarda Sophie ranger soigneusement Monsieur Bouton dans son petit sac à dos, ne laissant dépasser que la tête de l'ours pour qu'il puisse respirer. Le nouvel ours en peluche chic gisait, oublié, sur la table. Certaines leçons, pensa Miles, étaient douloureusement évidentes vues à travers les yeux d'un enfant. La valeur d'une chose ne résidait pas dans son prix, mais dans les histoires qu'elle contenait, les liens qu'elle représentait. C'était une leçon qu'il lui avait fallu 10 ans et un accident tragique pour enfin commencer à apprendre. L'ascenseur privé s'ouvrit directement sur le hall d'entrée de l'appartement de Miles. Sophie, tenant fermement la main de son oncle nouvellement découvert, fit un pas hésitant à l'intérieur, les yeux écarquillés comme si elle venait d'entrer dans un château de contes de fées. « Tu habites ici tout seul ?» demanda-t-elle, la voix basse, presque révérencieuse. Miles hocha la tête, observant son propre appartement à travers les yeux de Sophie. Soudain, l'endroit lui parut différent, même à lui. Le spacieux salon au plafond double hauteur présentait un décor minimaliste dans des tons de gris et de blanc, avec quelques touches de noir. Des meubles de designers italiens, des sculptures abstraites stratégiquement placées et un mur entier de verre offrant une vue panoramique sur les lumières de la ville. Tout avait été méticuleusement choisi par un célèbre architecte d'intérieur pour impressionner et afficher un statut. Sophie lâcha sa main et se promena lentement,
touchant du bout des doigts la surface froide d'une table basse en marbre, comme si elle avait peur de la casser. « C'est si grand », commenta-t-elle en levant les yeux. « Et si brillant ». Miles n'avait jamais pensé à son appartement comme étant « brillant », mais il comprenait ce qu'elle voulait dire. Les lumières encastrées au plafond, l'éclairage sur rails soigneusement placé pour mettre en valeur les œuvres d'art, le reflet de la ville sur les surfaces polies, tout cela créait une atmosphère presque éthérée, impersonnelle. Sophie courut vers le mur de verre, appuyant ses petites mains contre la surface transparente. « Regarde, Monsieur Bouton. On dirait qu'on vole !» s'exclama-t-elle à l'adresse de l'ours, qu'elle tenait fermement dans son autre main. « On voit toute la ville d'ici. » Miles la rejoignit, regardant la ville sous une nouvelle perspective. Les lumières des immeubles, les minuscules voitures qui se déplaçaient en contrebas, le ciel nocturne parsemé d'étoiles pâles luttant contre la lueur urbaine. C'était vraiment beau, réalisa-t-il. Quand avait-il pris le temps pour la dernière fois d'admirer la vue depuis son propre appartement ? « Viens, je vais te montrer où tu vas dormir, » dit-il en guidant Sophie dans le couloir menant aux chambres. Il ouvrit la porte de la chambre d'amis, un espace rarement utilisé et décoré dans le même style sobre et impersonnel que le reste de l'appartement. Le lit king size paraissait énorme comparé à la petite silhouette de Sophie. « Ce lit est juste pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui. Sauf si Monsieur Bouton a besoin de place aussi, » tenta de plaisanter Miles, se sentant toujours maladroit dans son rôle d'oncle. Sophie gloussa, un son clair qui résonna étrangement dans l'espace habituellement silencieux. « Il dort avec moi. Il n'a pas besoin de beaucoup de place. On s'est bien partagé, n'est-ce pas, Monsieur Bouton ?» Miles remarqua les vêtements de Sophie, froissés et sales après la longue journée à l'hôpital. « Que dirais-tu d'un bain avant de dormir ? Tu dois être fatigué. » Sophie hocha la tête, le suivant jusqu'à la salle de bain attenante. Miles ouvrit la porte, révélant un grand espace luxueux dominé par une baignoire surdimensionnée, séparée de la douche à effet pluie. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent encore plus. « C'est une vraie baignoire ? Comme dans les magazines ?» Miles sentit un pincement au cœur. « Tu n'as jamais pris de bain dans une baignoire ?» Sophie secoua la tête, toujours émerveillée. « On n'a toujours eu que des douches. Et parfois même pas ça, » répondit-elle avec la franchise des enfants. « Dans notre dernier appartement, la douche était tout le temps cassée. Maman faisait chauffer de l'eau sur le réchaud et on se lavait avec des tasses. » Miles resta momentanément sans voix, imaginant Emily, sa sœur avec qui il avait grandi, faisant chauffer de l'eau sur un réchaud pour donner un bain à sa fille. Pendant ce temps, il avait une luxueuse baignoire à remous qu'il utilisait rarement. « Eh bien, remplissons-la alors. Tu peux même avoir des bulles si tu veux. » Le visage de Sophie s'illumina à cette perspective. Pendant que la baignoire se remplissait, Miles réalisa un autre problème, il n'avait ni vêtements d'enfant, ni produits de bain adaptés. Il sortit son téléphone et passa un rapide appel à son assistante, expliquant la situation d'urgence et demandant une livraison immédiate de vêtements et d'articles de base pour une petite fille. Pendant ce temps, Sophie était fascinée par les jets d'eau et les bulles qui se formaient dans la baignoire. Elle enleva ses chaussures usées et trempa sa main dans l'eau pour tester la température, gloussant à la sensation. « Je te laisse. Les serviettes sont là, » dit Miles en désignant une pile de serviettes blanches moelleuses. « Je serai juste dehors si tu as besoin de quelque chose. » Une demi-heure plus tard, Miles entendit la sonnerie de l'ascenseur privé. L'assistante avait travaillé rapidement et efficacement, comme toujours. Des sacs de magasins pour enfants exclusifs étaient alignés dans l'entrée. Pyjamas, vêtements pour le lendemain, produits d'hygiène, même quelques livres et jouets simples. Quand Sophie sortit de la salle de bain, elle avait une serviette enroulée autour de son petit corps, paraissant encore plus minuscule contre le tissu blanc et moelleux. Ses cheveux mouillés formaient des boucles plus définies, et son visage rayonnait de propreté et d'excitation. « C'était le meilleur bain de ma vie », déclara-t-elle, enthousiaste. « L'eau m'a même fait un massage. » Miles ne put s'empêcher de sourire. « J'ai trouvé quelques affaires pour toi, » dit-il en lui montrant les sacs. « Tu peux choisir ce que tu veux. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent devant tous ces choix. Elle regarda les pyjamas, les manipulant soigneusement comme s'il s'agissait de trésors fragiles, choisissant finalement un pyjama bleu clair simple avec de petites étoiles. Après s'être habillée, insistant sur le fait qu'elle pouvait le faire seule, Sophie suivit Miles jusqu'à la cuisine. Comme il cuisinait rarement, son réfrigérateur était habituellement vide, mais l'assistante avait également organisé une livraison de courses. Miles fit chauffer une soupe légère et prépara un simple sandwich, supposant que Sophie était probablement trop fatiguée pour un repas copieux.
Pendant qu'il mangeait sur l'îlot de cuisine élégant en acier inoxydable, Miles remarqua que Sophie goûtait chaque cuillerée avec une attention particulière, comme si elle découvrait de nouvelles saveurs. « Cette soupe a un goût différent », commenta-t-elle. « Je ne sais pas expliquer. »« C'est de la soupe aux asperges, » dit Miles. « Tu en as déjà goûté ?» Sophie secoua la tête. « Mais c'est bon. Bizarre, mais bon. » Après le repas, il la raccompagna à la chambre d'amis. Sophie sauta sur l'énorme lit, s'enfonçant légèrement dans le matelas moelleux. « C'est comme être allongée sur un nuage », s'exclama-t-elle en agitant les bras comme pour faire un ange dans la neige. Monsieur Bouton fut placé soigneusement sur l'oreiller à côté d'elle. Miles l'aborda, se sentant étrangement protecteur. « Il y a un interphone sur la table de nuit. Si tu as besoin de quelque chose pendant la nuit, appuie juste sur ce bouton, d'accord ? Ma chambre est juste à côté. » Sophie hocha la tête, les yeux déjà lourds de sommeil. « Merci, tonton Miles », murmura-t-elle, le mot « tonton » sonnant naturel dans sa bouche, bien qu'il parût encore étrange à ses propres oreilles. Miles éteignit la lumière principale, ne laissant qu'une douce lampe de chevet allumée. Il s'arrêta sur le seuil, regardant la petite silhouette presque endormie dans l'immense lit. Cet enfant, avec son ours rapiécé et sa capacité à s'émerveiller de choses qu'il tenait pour acquises, avait rempli les espaces vides de son appartement de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Soudain, tous les symboles de son succès, le pantouse, les meubles coûteux, les œuvres d'art exclusives, semblaient froids et creux. Pendant des années, il avait construit un décor impressionnant, mais sans vie réelle à l'intérieur. Il avait fallu un enfant aux yeux émerveillés et au cœur ouvert pour lui montrer que ce n'était rien de plus qu'une scène vide attendant d'être remplie de quelque chose de réel. L'unité de soins intensifs avait son propre type de silence. Pas complet. Il y avait le bip régulier des moniteurs, le doux bourdonnement des machines, le murmure occasionnel des infirmières échangeant des informations. Mais il y avait une qualité particulière à ce silence, comme si le monde extérieur avait été mis en pause, comme si le temps y suivait des règles différentes. Miles s'était assis sur la chaise à côté du lit d'Emily. C'était son 4e jour consécutif à rendre visite à sa sœur, à la même heure. Les médecins avaient choisi de la maintenir sédatée plus longtemps, donnant à son corps la chance de se remettre du traumatisme sévère. Sous les lumières fluorescentes des soins intensifs, Emily avait l'air différente. Plus pâle, plus fragile. Les ecchymoses sur son visage avaient changé de couleur, passant du violet foncé à un jaune verdâtre sur les bords. Il y avait toujours des tubes, assistance respiratoire, alimentation, surveillance. Chacun rappelant à quel point elle se battait pour rester dans ce monde. Miles étudia longuement son visage. Il pouvait y voir des bribes de la fille qu'il avait connue, de l'adolescente qu'il avait laissée derrière lui. Mais il y avait aussi de nouvelles rides. De petites ridules au coin de ses yeux, une fermeté dans sa mâchoire qui n'était pas là avant. Le visage d'une femme qui avait affronté la vie seule, élevé une fille sans soutien, sans avoir le luxe de faiblir. « Je t'ai apporté des fleurs », dit-il doucement, sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Des roses jaunes. Tu as toujours aimé ça. » Il posa le petit vase sur la table à côté d'elle, le plaçant de manière à ce qu'il soit dans son champ de vision si elle ouvrait les yeux. « Sophie va bien. Ne t'inquiète pas pour elle, » continua-t-il, la voix un peu plus forte. « Elle reste avec moi. C'est une enfant incroyable, Emily. Tu as fait un travail formidable. » Le seul son en réponse fut le bip régulier de son moniteur cardiaque. Miles soupira, passant une main dans ses cheveux. C'était étrange comme il se sentait plus à l'aise de parler maintenant qu'Emily ne pouvait pas répondre. Peut-être parce qu'il n'avait pas à affronter le jugement dans ses yeux, la décennie de douleur. « J'ai beaucoup réfléchi, à mes choix, à tout en fait. » Il marqua une pause, comme pour organiser ses pensées. « J'ai construit exactement la vie que j'ai toujours voulu. L'entreprise grandit, j'ai la reconnaissance, l'argent, les relations, la vue depuis le pantouse pour laquelle j'aurais tué quand on était plus jeune. » Miles jeta un coup d'œil à la poitrine d'Emily qui se soulevait et s'abaissait imperceptiblement avec l'aide des machines. « Tu sais ce qui est drôle ? J'ai réalisé que je n'avais jamais invité personne à dîner. Je n'ai pas de vrais amis, seulement des contacts, des clients, des investisseurs. » Une infirmière entra silencieusement, vérifia les constantes vitales et ajusta un moniteur. Miles s'attendit qu'elle parte avant de continuer. « Sophie m'a demandé hier pourquoi toutes les photos dans mon appartement sont des immeubles ou des paysages. Pourquoi je n'ai pas de photos de gens. Je n'ai pas su quoi répondre. » Il se pencha en arrière sur la chaise, sentant le poids des derniers jours, l'inquiétude pour Emily, la responsabilité soudaine de s'occuper de Sophie,
la confrontation constante avec les conséquences de ses choix passés. Je suppose que j'ai construit une prison pour moi-même, Emily. Une belle prison, chère, impressionnante, mais une prison quand même. L'horloge murale avançait avec une précision silencieuse. Miles avait une réunion dans 2 heures, mais il ne pouvait se résoudre à partir. Il y avait quelque chose dans l'immobilité de cette pièce, dans la présence de sa sœur immobile, qui semblait exiger plus de lui, comme si chaque visite était une sorte de confession. Sophie a fait un dessin hier soir. Elle dessine beaucoup. Tu savais qu'elle avait du talent? Comme toi. Il sourit faiblement, se rappelant comment Emily dessinait quand ils étaient enfants, même si elle devait utiliser les marges de vieux journaux quand elle manquait de papier. Elle a dessiné nous deux. Elle et moi, main dans la main, en train de rire. Il y avait un énorme soleil dans le ciel, un de ceux qui prennent un quart de la page quand les enfants les dessinent. Et elle a écrit en dessous « Famille ». Miles sentit sa gorge se serrer au souvenir. Famille. Un mot si simple. Je pensais que je n'en avais pas besoin, tu sais. Je pensais pouvoir le remplacer par le succès, les réussites. J'avais tort. Dans le couloir, quelqu'un passa en poussant un chariot. Le bruit des roues sur le sol en vinyle fut rapidement absorbé par le silence particulier de cet endroit. Elle m'appelle Tonton Miles maintenant. Comme si elle l'avait toujours fait. Sans hésitation. Avec une confiance que je ne mérite pas. Il bougea sur sa chaise, se penchant légèrement vers Emily. Hier, elle m'a demandé si elle pouvait m'apprendre à faire des pâtes comme toi. Elle dit que ce sont les meilleures pâtes du monde, mais que je pourrais peut-être apprendre les bases. Il sourit à cette pensée. On a essayé. C'était un désastre. On a fini par commander à emporter. Mais elle a tellement ri. Elle a un rire comme le tien, tu savais? Le genre contagieux. Un médecin entra, saluant Miles d'un signe de tête respectueux tout en consultant le dossier. Il prit quelques notes puis repartit aussi silencieusement qu'il était arrivé. Ils réduisent progressivement ta sédation. Les médecins disent qu'ils vont essayer de te réveiller bientôt. Le docteur Sharma semble optimiste. Miles marqua une pause. J'ai peur, Emily. Peur de ce qui se passera quand tu te réveilleras. De ce que tu penseras en découvrant que Sophie est avec moi. Si tu me détesteras encore plus. L'horloge avança encore de quelques minutes, implacablement. Sophie veut décorer une des chambres pour toi, quand tu sortiras. Elle a des idées sur les couleurs, les rideaux. Elle ne doute pas un instant que tu vas te rétablir complètement. Miles se leva enfin, sentant des fourmis dans les jambes à force d'être resté assis si longtemps. Je vais la chercher à l'école maintenant. J'ai trouvé une place pour elle dans une école près de chez moi. Elle s'est déjà fait 2 amis. C'est incroyable comme elle s'adapte facilement. Il ajusta une dernière fois le vase de fleurs. On reviendra cet après-midi. Sophie veut te montrer son nouveau dessin. Miles effleura la main d'Emily, un geste hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à son contact. Sa peau était plus chaude qu'il ne s'y attendait, lui rappelant que malgré son apparence fragile, Emily était vivante, se battant, comme elle l'avait toujours fait. Sur le chemin de l'école de Sophie, Miles repensa à la dernière décennie de sa vie. Dîner d'affaires, voyage de travail, conseil d'administration, acquisition réussie. Il avait construit quelque chose d'impressionnant, de visible, de quantifiable. Pourtant, il se sentait plus épanoui après une soirée à apprendre à Sophie à jouer aux échecs, même si elle insistait pour inventer ses propres règles, qu'il ne l'avait jamais été en concluant sa plus grosse affaire commerciale. Sophie l'attendait près de l'entrée de l'école, assise sur un banc et discutant vivement avec une autre fille. Quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent. « Tonton Miles !» cria-t-elle en courant vers lui, son sac à dos rebondissant. « J'ai fait un autre dessin aujourd'hui. Tu veux voir ?» Miles s'accroupit à sa hauteur, souriant sincèrement. « Bien sûr que je veux voir. C'est pour ta maman ?» Sophie hocha la tête, sortant déjà un carnet de croquis de son sac. « Oui. Je pense que ça l'aidera à aller mieux plus vite. Ma maîtresse dit que l'art a un pouvoir de guérison. » La page montrait 3 silhouettes se tenant la main, une femme, un homme et une petite fille entre eux. Au-dessus, un soleil géant occupait une grande partie du papier. En bas, en lettres colorées et inégales, le même mot, famille. « C'est magnifique, Sophie, » dit Miles, momentanément sans voix devant la simplicité et la profondeur du dessin. « C'est nous 3, expliqua-t-elle, comme si ce n'était pas évident. Pour quand maman se réveillera, pour qu'elle sache qu'on l'attend. Miles sentit une boule dans sa gorge et une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps.
La solitude qu'il avait si soigneusement entretenue, l'isolement qu'il avait pris pour de l'indépendance, la distance qu'il avait gardée des liens authentiques, tout cela lui semblait maintenant un gâchis monumental. On lui montrera aujourd'hui, promit-il en tenant fermement la petite main de Sophie, comme si elle était une encre le reliant à quelque chose de réel, de vrai. Tonton Miles, dit Sophie alors qu'il marchait vers la voiture. Aujourd'hui, c'est le jour des fleurs jaunes pour maman, tu te souviens? Oui. Je les ai déjà achetées. Elles sont dans la voiture. Sophie sourit, satisfaite. Tu apprends vite. Miles ne put s'empêcher de sourire en retour. Oui, il apprenait. Tardivement, maladroitement, mais il apprenait. La nuit tomba sur la ville, transformant le ciel en un dégradé de bleu foncé et de violet. Les lumières des immeubles commencèrent à scintiller, créant un tapis d'étoiles artificielles s'étendant à perte de vue. Du sommet de l'appartement de Miles, la vue était à couper le souffle. Une semaine s'était écoulée depuis l'accident. Une semaine d'ajustement, de découvertes et de routines improvisées. Miles avait appris plus sur la garde d'enfants en ces quelques jours qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il découvrit que Sophie détestait se brosser les dents mais adorait prendre des bains dans la baignoire, qu'elle préférait les sandwichs sans croûte, qu'elle avait peur du tonnerre mais était fascinée par les éclairs. De petits détails dont il n'aurait jamais imaginé qu'ils occuperaient de l'espace dans son esprit lui semblaient maintenant aussi importants que n'importe quel rapport financier ou stratégie commerciale. La soirée était paisible. Miles avait annulé une vidéoconférence avec des investisseurs étrangers pour dîner avec Sophie. Ils avaient mangé de la pizza, un régal rare dans la vie antérieure de la fillette, avait-il appris. Puis ils avaient regardé un film d'animation qu'elle avait choisi, sur une famille de super-héros. Maintenant, Sophie était allongée sur le grand canapé du salon, serrant Monsieur Bouton. Elle portait un nouveau pyjama, rose clair avec de petites étoiles, ses cheveux encore humides de son bain récent. Miles était assis dans un fauteuil voisin, répondant à des emails sur sa tablette, mais seulement à moitié concentré, gardant toujours un œil sur sa nièce. La pièce était calme, à l'exception de la douce musique de fond qu'il avait l'habitude de mettre, une playlist de jazz que, étonnamment, Sophie disait aimer parce que ça ressemblait à une pluie douce. Le silence fut rompu lorsque Sophie parla de sa petite voix. « Tonton, tu crois que maman va se réveiller ?» La question prit Miles au dépourvu. Non pas à cause du sujet, c'était tout à fait naturel, mais parce qu'elle la posait si directement, à brûle-pourpoint, comme si elle y pensait depuis longtemps et venait juste de trouver le courage de la verbaliser. Il posa la tablette, sentant le poids de la responsabilité dans ses mots. Sophie le regardait avec ses grands yeux confiants qui semblaient toujours attendre l'honnêteté. Miles déglutit difficilement. Il se leva et s'assit à côté d'elle sur le canapé, cherchant les mots justes. « Je pense qu'elle le fera. Et quand elle le fera, tu pourras lui raconter tout ce que tu as fait. » C'était la vérité, ou ce qu'il croyait être la vérité. Les médecins réduisaient progressivement la sédation d'Emily. Ses signes vitaux s'étaient stabilisés. Il y avait des raisons d'être prudemment optimiste. Le sourire de Sophie fut petit mais sincère, n'effaçant pas complètement l'inquiétude dans ses yeux, mais montrant tout de même une réelle étincelle d'espoir. « Je vais lui dire que tu t'es occupé de moi. Que tu m'as laissé dormir dans ton grand lit, que tu m'as donné des vêtements qui sentent bon et que tu m'as appris à manger des sushis. » Miles rit, sincèrement touché par la simplicité et la sincérité de ses mots. Oui, la veille, il avait spontanément commandé des sushis pour le dîner. Sophie n'en avait jamais goûté et les avait abordés avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Elle avait fini par adorer les makis au saumon, bien qu'elle ait fait une grimace hilarante en goûtant le wasabi. Ces petits moments, triviaux pour d'autres, révélaient une vie entièrement nouvelle à Miles. Une vie dans laquelle les petites joies ou le sourire de Sophie en essayant quelque chose de nouveau, son rire quand il écorchait le nom d'un personnage de dessin animé, semblait plus significatif que la signature de contrat de plusieurs millions de dollars. Sophie se tortilla, serrant Monsieur Bouton plus fort, comme pour rassembler son courage pour sa prochaine question. « Tu crois qu'elle sera fâchée contre toi ?» Miles prit une profonde inspiration. C'était une question juste, une inquiétude qu'il partageait également. Peut-être au début. On a beaucoup de choses à se dire, ta maman et moi. Elle n'est pas vraiment méchante, expliqua Sophie avec la certitude de quelqu'un qui sait intimement. Parfois, elle est triste et on dirait qu'elle est fâchée, mais ça passe après un moment. Miles hocha la tête, reconnaissant pour cette perspicacité. Je m'en souviendrai. Sophie resta silencieuse, pensive, comme si elle traitait quelque chose de complexe dans son esprit. Puis, sans prévenir, elle tendit les bras et étreignit Miles fermement.
Une de ces étreintes enfantines totales, sans réserve, sans calcul. Je crois que tu es un bon tonton, murmura-t-elle contre son épaule. Tu as juste mis du temps à arriver. Ces mots furent comme un coup de poing pour Miles, lui coupant momentanément le souffle. Il y avait tant de vérité dans cette simple observation, tant d'absolution imméritée, qu'il sentit ses yeux brûler de larmes non versées. Il ferma les yeux un instant, se laissant envelopper par cette étreinte petite mais puissante. Le poids du passé, l'absence, toutes les décisions égoïstes qu'il avait prises, tous les moments manqués, tous les appels qu'il n'avait jamais passés. Tout semblait se transformer lentement en quelque chose de nouveau. Présent. Il ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait pas rattraper les années où il n'avait pas vu Sophie grandir, où il n'avait pas été aux côtés d'Emily. Mais il pouvait être là maintenant. Il pouvait être là demain, et le jour d'après, et tous les jours à partir de maintenant. « Merci, Sophie », dit-il, la voix légèrement tremblante. « J'essaie de l'être. » Elle se recula et le regarda sérieusement, comme pour évaluer sa sincérité. « Tu le es. Monsieur Bouton est d'accord avec moi, » affirma-t-elle en brandissant l'ours comme preuve irréfutable. « Et il connaît beaucoup de grandes personnes, alors il sait de quoi il parle. » Miles rit, essuyant discrètement le coin de ses yeux. « Eh bien, si Monsieur Bouton le dit, ça doit être vrai. » Sophie bâilla, l'épuisement l'emportant finalement sur l'énergie apparemment débordante qu'elle avait eue toute la journée. « Je crois que quelqu'un est prêt pour le lit, » suggéra Miles en se levant et en lui tendant la main. « Juste 5 minutes de plus, » plaida Sophie, utilisant cette tactique universelle des enfants pour retarder le coucher. « 5 minutes, » accepta Miles, sachant que cela se transformerait probablement en 10 ou 15. Il découvrait qu'il avait du mal à refuser les demandes raisonnables de Sophie. Ils restèrent assis en silence un peu plus longtemps, contemplant la ville illuminée à travers le mur de verre. C'était comme regarder un univers personnel, plein de vie, de mouvement et de possibilités. « Quand maman viendra habiter ici, elle aimera la vue, » dit Sophie sur un ton neutre, comme si c'était déjà décidé. Miles ne corrigea pas sa supposition. Au lieu de cela, il s'autorisa, juste un instant, à imaginer comment cela pourrait être. Emily rétablit, eux trois ensemble, pas nécessairement dans ce Penthouse stérile qu'il appelait chez lui, mais quelque part qu'il pourrait vraiment appeler leur maison. « Je pense qu'elle aimera aussi, » répondit-il finalement. Sophie bâilla à nouveau, plus profondément cette fois, et Miles réalisa que les 5 minutes négociées étaient écoulées. Doucement, il la souleva, toujours surpris de sa légèreté, et la porta jusqu'à sa chambre. « On pourra aller voir maman plus tôt demain ?» demanda-t-elle d'une voix endormie, posant sa tête sur son épaule. « Bien sûr, juste après le petit déjeuner. » Il la déposa dans le lit, l'aborda et arrangea Monsieur Bouton à côté d'elle. Sophie était presque endormie, mais réussit un petit « bonne nuit, tonton Miles », avant que ses yeux ne se ferment définitivement. « Bonne nuit, Sophie », répondit-il en baissant la lampe à la lueur douce qu'elle préférait. Il s'attarda un instant sur le seuil, observant la petite silhouette endormie dans ce grand lit. Il pensa à la façon dont, en seulement une semaine, sa vie avait été complètement reconfigurée. Son appartement, autrefois simple lieu de passage, avait maintenant des dessins sur le frigo. Sa salle de bain immaculée avait maintenant des canards en caoutchouc dans la baignoire. Sa routine méticuleusement structurée incluait désormais les sorties d'école, les devoirs et les histoires du soir. Le plus surprenant était que rien de tout cela ne ressemblait à un fardeau ou à un sacrifice. Au contraire, il avait l'impression de vivre enfin sa propre vie, plutôt que de simplement la gérer. La présence, pas seulement l'existence. C'était peut-être ce qu'il avait cherché toutes ces années, sans même le savoir. Le matin arriva tranquillement à l'hôpital, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les stores partiellement tirés. La pièce était calme, seul le son rythmé des moniteurs brisant le silence. Emily Carter était en soins intensifs depuis 2 semaines. Au cours des 3 derniers jours, l'équipe médicale avait progressivement réduit sa sédation, attendant les signes qu'elle pourrait reprendre conscience. La première sensation d'Emily fut une gêne, une sécheresse dans la gorge, une douleur lointaine adoucie par ce qu'elle supposa être des analgésiques. Ses paupières lui semblaient lourdes comme du plomb. L'effort pour les ouvrir lui parut monumental, comme escalader une montagne escarpée sans équipement. Mais quelque chose de plus fort que l'inconfort physique la poussait vers la surface de la conscience. Un instinct maternel, un besoin viscéral de savoir où était sa fille. Sophie. Où était Sophie? Son dernier souvenir clair était l'accident, le crissement des pneus sur la route, la sensation d'être projeté, l'impact, puis des fragments décousus, des visages penchés sur elle, des lumières vives, des voix urgentes, sa propre voix,
faible mais déterminée, demandant des nouvelles de Sophie. Puis l'obscurité. Avec un effort considérable, Emily ouvrit enfin les yeux. Même la lumière douce lui parut douloureusement intense. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant d'ajuster sa vision. Le plafond blanc, les murs pâles, l'odeur antiseptique. Elle était bien dans un hôpital. Elle bougea légèrement la tête, ressentant une pointe de douleur. C'est alors qu'elle les vit. Dans un grand fauteuil, dans le coin de la pièce, Miles dormait avec Sophie blottie contre sa poitrine. La petite fille était enveloppée dans une fine couverture d'hôpital, Monsieur Bouton coincé entre elle et son oncle. Miles avait un bras protecteur autour d'elle, la tête penchée inconfortablement sur le côté, sa cravate desserrée et sa chemise de ville froissée, comme s'il venait directement du travail. Emily cligna des yeux, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une hallucination, d'un rêve bizarre provoqué par les médicaments. Miles. Son frère. Miles qui ne lui avait pas parlé depuis plus d'une décennie. Le même homme qui avait choisi l'ambition plutôt que la famille. Le même homme qui avait disparu de sa vie, sans appel ni visite. Et maintenant, il était là, berçant Sophie comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. La scène était aussi surréaliste qu'émouvante. Sa fille et son frère, deux morceaux de sa vie qui avaient été séparés, étaient maintenant réunis en une seule image. Emily sentit une vague d'émotions contradictoires la submerger. La gratitude, car Sophie n'était manifestement pas seule et avait été prise en charge. Le soulagement, sa fille allait bien, dormant paisiblement. La confusion, comment Miles était-il arrivé là, comment avait-il trouvé Sophie? Et inévitablement, une pointe de douleur ravivée. Pourquoi seulement maintenant, après une tragédie, était-il réapparu? Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Un sentiment de paix en les voyant ensemble. Sophie avait l'air si à l'aise, si en sécurité dans les bras de son oncle. Et Miles, même dans son sommeil, portait une expression qu'elle ne reconnaissait pas, plus douce, moins gardée. Emily tenta de bouger à nouveau, mais sentit une douleur aiguë dans diverses parties de son corps. Des appareils étaient connectés à elle, des tubes et des fils, rappel physique du traumatisme qu'elle avait subi. Un moniteur à sa droite bipa plus rapidement alors qu'elle bougeait. Le son légèrement modifié suffit à réveiller Miles. Il ouvrit lentement les yeux, s'ajustant à la lumière, essayant de ne pas trop bouger pour ne pas déranger Sophie. Puis son regard rencontra celui d'Emily. L'impact fut immédiat. Les yeux de Miles s'écarquillèrent, son corps se raidit soudainement. Pendant un instant, le temps sembla se figer entre eux. 10 ans de silence, 10 ans de distance, 10 ans de mots non dits, tout cela suspendu dans cet unique instant de reconnaissance. Emily l'observa, remarquant maintenant des détails qu'elle avait manqués au premier coup d'œil. Les rides de tension autour de ses yeux, les premiers cheveux gris à ses tempes, la fatigue évidente sur son visage. Miles avait l'air plus âgé, mais pas seulement à cause du temps qui passe. Il y avait une lourdeur dans son expression, une profondeur qui n'était pas là avant. Personne ne parla. Il n'en avait pas besoin. Le regard qu'ils échangèrent contenait tout, la douleur du passé, la confusion du présent, l'incertitude de l'avenir. Mais il y avait aussi quelque chose qu'Emily n'avait jamais attendu, une demande silencieuse de pardon. Soigneusement, Miles ajusta Sophie dans le fauteuil pour pouvoir se lever sans la réveiller. Il s'approcha du lit, ses pas hésitants, comme s'il craignait qu'Emily ne disparaisse à tout moment. Il s'arrêta à côté d'elle, regardant sa sœur avec une expression qu'Emily n'avait jamais vue chez lui auparavant. Vulnérable. Exposé. Sans les défenses qu'il avait toujours utilisées. Toujours silencieux, Miles tendit la main, un geste hésitant, presque timide. Il s'arrêta à mi-chemin, comme soudainement incertain d'avoir le droit de la toucher. Emily regarda sa main tendue. Malgré la douleur, la confusion, les 1000 questions qui tourbillonnaient dans son esprit, elle ressentit quelque chose d'indéniable. C'était son frère. Le même garçon qui la défendait dans la cour de l'école. Le même adolescent qui l'aidait en maths le soir. Le même jeune adulte qui lui avait tenu la main à l'enterrement de leurs parents. Avant d'être l'homme qui l'avait abandonné, il avait été son frère, son protecteur, sa famille. Avec un effort monumental, Emily avança sa propre main vers la sienne. Le mouvement fut lent, douloureux. Chaque centimètre une victoire sur les tubes, sur sa faiblesse, sur les années de ressentiment. Leurs doigts se touchèrent. Un contact léger, presque imperceptible, mais chargé de sens. Toujours sans mot dire, Miles entrelaça ses doigts avec les siens, faisant attention à ne pas déranger l'équipement médical.
Sa main était chaude, ferme, ancrée dans la réalité alors qu'Emily avait encore l'impression de flotter entre les niveaux de conscience. Ce contact brisa quelque chose à l'intérieur de Miles. Emily le vit déglutir difficilement, vit ses yeux s'embuer de larmes non versées. Il n'avait jamais été du genre à pleurer, même enfant. Toujours le fort, toujours contrôlé. Le voir ainsi, au bord de l'effondrement émotionnel, était aussi surréaliste que toute la situation. Sophie remua dans le fauteuil, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil et serrant plus fort Monsieur Bouton. Le son brisa l'instant, les ramenant à la réalité présente. Miles jeta un coup d'œil à Sophie, puis de nouveau à Emily, comme s'il se souvenait soudain de toutes les explications qu'il lui devait. Emily serra doucement sa main, à peu près tout ce qu'elle pouvait faire dans son état affaibli. C'était un geste qui disait « plus tard ». Il y aura du temps pour ça plus tard. Il sembla comprendre, hochant la tête presque imperceptiblement. Le silence entre eux changea. Ce n'était plus le silence de 10 ans de séparation, mais un silence partagé, presque intime. Un silence qui parlait de reconnaissance, de compréhension, d'un pont lentement reconstruit. Emily sentit la fatigue la tirer à nouveau vers le bas, ses paupières s'alourdissant. Même cette brève interaction avait épuisé son énergie limitée. Avant que ses yeux ne se ferment, elle vit Miles se pencher et l'embrasser doucement sur le front, un geste qu'il n'avait pas fait depuis qu'ils étaient enfants. Alors que sa conscience s'estompait à nouveau, Emily eut une dernière vision, Miles retournant au fauteuil, s'asseyant soigneusement pour ne pas déranger Sophie, ajustant la couverture autour de la fillette endormie. Sa dernière sensation avant de glisser à nouveau dans l'inconscience fut une étrange paix. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Ce n'était pas l'oubli, jamais ça ne le serait. Mais c'était un commencement. Une sorte d'éveil, non seulement de son corps après le traumatisme, mais de quelque chose de plus profond qui était resté dormant entre eux pendant si longtemps. Dans ce matin tranquille, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, Emily et Miles comprirent ce qui était resté en suspens toutes ces années. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance de le retrouver. Les jours qui suivirent le réveil d'Emily prirent une nouvelle routine. L'hôpital, autrefois lieu d'anxiété et d'attente, devint le cadre principal de la reconstruction silencieuse d'une famille brisée. Sa chambre, autrefois impersonnelle, était désormais décorée de dessins colorés sur les murs, de petits vases de roses jaunes sur le rebord de la fenêtre et des visites occasionnelles de Monsieur Bouton au chevet du lit, chaque fois que Sophie décidait que sa mère avait besoin d'une compagnie supplémentaire. Le docteur Charmin avait été clair sur le processus de guérison. Emily ferait encore face à des semaines d'hospitalisation, suivies de mois de physiothérapie. L'accident avait causé des dommages importants qui demanderaient du temps et de la patience pour guérir. Chaque patient réagit différemment, avait expliqué le médecin lors d'une visite matinale. Mais Emily est jeune et était en bonne santé avant l'accident. C'est en sa faveur. Miles réorganisa toute sa vie pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Il délégua des responsabilités au travail, reporta des projets, installa un bureau à domicile pour les moments où il devait absolument travailler. Jennifer, son assistante, s'inquiétait de ce changement drastique. « Êtes-vous sûr que tout va bien, Monsieur Wilson ? Je ne vous ai jamais vu annuler une réunion du conseil d'administration auparavant. » « Je n'ai jamais été aussi sûr de mes priorités, Jennifer, » avait-il répondu, se surprenant lui-même par sa conviction. Chaque matin, Miles et Sophie arrivaient tôt à l'hôpital. Une routine s'était établie. Petit déjeuner dans un café voisin, où Sophie commandait toujours des pancakes au sirop de chocolat, puis une courte promenade tranquille jusqu'à l'hôpital, pendant laquelle elle racontait des histoires élaborées sur Monsieur Bouton et ses aventures nocturnes. À l'hôpital, Sophie se précipitait vers une petite table dans le coin de la chambre, son espace créatif, passant des heures à dessiner pendant que les adultes parlaient ou quand Emily avait besoin de repos. Pour un enfant qui avait failli perdre sa mère, Sophie faisait preuve d'une résilience remarquable. « Regarde maman, j'ai dessiné nous au parc où tonton Miles m'a emmené hier. Ça, c'est l'étang avec les canards. Et là, c'est Monsieur Bouton qui mange une glace. » Emily souriait depuis son lit d'hôpital, les yeux brillants d'un mélange d'amour et de gratitude. « C'est magnifique, ma chérie. Tu as parfaitement saisi l'expression de Monsieur Bouton. » Miles observait ces interactions avec une fascination silencieuse. Le lien entre la mère et la fille était presque tangible, forgé dans d'innombrables petits moments au fil des années où il avait été absent. Elles avaient leur propre langage, des références qu'elles seules comprenaient, une histoire dont ils n'avaient pas fait partie. Au lieu de se sentir exclus, cependant, ces observations alimentaient sa détermination.
Il ne pouvait pas récupérer le temps perdu, mais il pouvait être là maintenant, commençant à construire sa propre connexion avec elle deux. Les après-midi où Emily avait besoin de physiothérapie ou de repos, Miles emmenait Sophie faire de petites excursions. Ils découvrirent un parc près de l'hôpital avec un étang où nageaient paisiblement des canards. Ils trouvèrent un glacier de quartier qui devint rapidement un favori. Ils visitèrent une librairie pour enfants, passant des heures à parcourir des histoires illustrées. « Ne dis pas à maman qu'on a encore pris une glace », chuchotait Sophie d'un air conspirateur, léchant ses doigts collants. « Elle dit que trop de sucre, c'est mauvais pour mes dents. » « Ce sera notre secret, » répondait Miles en feignant une sérieuse préoccupation. Mais seulement parce qu'on est dans une situation spéciale. Ces petits secrets, ces routines simples mais significatives, étaient toutes nouvelles pour Miles. Toute sa vie d'adulte avait été axée sur les grandes conquêtes, les négociations à plusieurs millions de dollars, les stratégies complexes. Maintenant, il trouvait de la satisfaction dans quelque chose d'aussi simple que de faire rire Sophie avec une blague idiote ou de l'aider à choisir un nouveau livre. Un après-midi particulièrement agréable, alors qu'il rentrait à l'hôpital après une longue promenade dans le parc, Sophie dit quelque chose qui capta parfaitement cette transformation. « J'aime bien quand tu attends avec moi. On dirait que le temps passe moins vite. » Son commentaire surprit Miles. Il se souvint comment, quelques semaines plus tôt, il considérait toute attente comme du temps perdu. « Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie ? » Avant, quand j'attendais toute seule, ça semblait une éternité. Mais quand tu attends avec moi, c'est différent. C'est mieux. Miles sourit, réalisant la profondeur cachée sous ces mots simples. Pour un enfant dont le père était absent, dont la mère gisait à l'hôpital, avoir quelqu'un simplement présent, quelqu'un qui attendait avec elle, était un trésor inestimable. Emily, de son côté, observait leur relation grandissante avec une émotion tranquille. De la fenêtre de sa chambre d'hôpital, elle les voyait parfois revenir de leur sortie. Sophie excitée, parlant sans arrêt, Miles écoutant attentivement, riant parfois de quelque chose qu'elle disait. C'était une version de son frère qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle avait oubliée. Lors des visites du soir, quand Sophie était souvent fatiguée et s'endormait dans le fauteuil, Emily et Miles avaient des moments pour des conversations plus privées. C'étaient encore des dialogues hésitants, naviguant prudemment autour d'une décennie de silence. « Comment s'adapte-t-elle à ton appartement ?» demanda Emily un soir, pendant que Miles ajustait son oreiller. Étonnamment bien. Elle a complètement transformé l'endroit. Il marqua une pause, souriant légèrement. Je n'aurais jamais imaginé que mon pantouse minimaliste puisse accueillir autant de dessins et de jouets. Sophie a le don de remplir les espaces vides, dit Emily, une trace de fierté dans la voix. Miles hocha la tête, saisissant le sens plus profond de son commentaire. Elle parle beaucoup de toi. De la façon dont vous faisiez toujours tout ensemble. Comment tu trouvais des solutions même quand les temps étaient durs. Il hésita. Elle a mentionné avoir dormi dans un atelier de couture quand vous ne pouviez pas payer le loyer. Emily détourna le regard, une légère rougeur sur ses joues pâles. On faisait ce qu'on devait faire. Ce n'était pas toujours facile, mais on s'en est sorti. Vous avez fait plus que vous en sortir. Tu as élevé une enfant incroyable, Emily. Elle est heureuse, créative, confiante, malgré tout. Un silence suivit, chargé d'histoires non racontées de luttes quotidiennes que Miles commençait seulement à comprendre. Poussé par un sentiment qui grandissait en lui depuis des jours, il baissa la tête et dit enfin « Je veux m'occuper de vous deux maintenant. Peu importe ce qui s'est passé avant, je te promets que je ne vous quitterai plus jamais. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je peux être là à partir de maintenant. » Il prit une profonde inspiration, parlant d'un ton plus doux, presque un murmure. « Je n'ai pas su comment revenir. Et maintenant que je suis là, tout me semble clair. Je t'ai laissé derrière, mais je veux essayer. Je veux réparer ce que je peux. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, vulnérables dans leur sincérité. Emily regarda son frère, l'homme d'affaires puissant maintenant mis à nu, dépouillé des couches de protection qu'il avait mis des années à construire. Lentement, elle tendit la main et toucha la sienne. « Tu n'as rien à promettre. Reste, c'est tout. » La simplicité de cette demande portait une profondeur qu'ils comprenaient tous les deux. Il ne s'agissait pas de grands vœux ou de garanties élaborées pour l'avenir. Il s'agissait de maintenant, de la présence, du choix de rester quand il serait plus facile de repartir. À ce moment-là, Sophie s'éveilla de sa sieste dans le fauteuil. Sentant un moment spécial, elle sortit un nouveau dessin de son sac à dos et s'approcha du lit. Sans un mot, elle s'assit entre Miles et Emily, occupant l'espace qui avait été vide si longtemps. Naturellement, elle prit chacune de leurs mains et dit,
avec la sagesse que seul un enfant peut avoir. Maintenant, vous pouvez rejouer ensemble. Cette observation innocente, si simple et pourtant si profonde, fit monter les larmes aux yeux d'Emily. Miles serra doucement la petite main de Sophie, y trouvant une force dont il n'avait pas réalisé avoir besoin. Les jours s'écoulèrent avec un nouveau sens du but. L'état d'Emily s'améliora régulièrement. Finalement, 3 semaines après l'accident, le docteur Sharma entra dans la chambre avec un sourire subtil. « J'ai de bonnes nouvelles. Je pense qu'on peut vous laisser sortir demain. » Sophie poussa un cri de joie, sautant de la chaise où elle dessinait. Miles sentit une vague de soulagement si profonde qu'il dut s'asseoir. Le médecin leva cependant la main pour signaler la prudence. « Mais il y a encore un long chemin à parcourir. Vous aurez besoin de physiothérapie régulière, de repos, d'une médication stricte. Et vous aurez besoin de quelqu'un avec vous à tout moment, au moins pendant les premières semaines. » Avant qu'Emily ne puisse exprimer ses inquiétudes, Miles prit la parole. « Elle restera avec moi. J'ai de la place, je peux travailler à domicile, et j'ai déjà engagé une infirmière pour les moments où je devrais m'absenter. » Plus tard, pendant que les derniers papiers de sortie étaient traités et que Sophie était partie avec une infirmière, Miles s'assit sur le bord du lit d'Emily, lui tenant fermement la main. « Je veux que vous viviez toutes les deux avec moi. Au moins jusqu'à ce que tu te rétablisses. Et après aussi, si vous le souhaitez. Cet endroit est trop grand pour moi seul, et trop petit sans vous. » Emily étudia le visage de son frère, cherchant le moindre signe d'hésitation ou de culpabilité passagère. Elle ne vit que de la sincérité. « Tu es sûr, Miles? Ta vie va complètement changer. Ma vie a déjà complètement changé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle me semble absolument juste. » Emily n'hésita qu'un instant avant d'hocher la tête. Il ne s'agissait pas seulement de l'aspect pratique et du besoin de soins. C'était un choix de réconciliation, une volonté de croire que les nouveaux départs étaient possibles. Le lendemain, sous un ciel étonnamment clair, Emily quitta l'hôpital en fauteuil roulant, encore fragile, le corps visiblement affaibli, mais avec un sourire timide illuminant son visage. Sophie trottinait à côté d'elle, tenant Monsieur Bouton et vérifiant constamment que sa mère était à l'aise. Miles poussait le fauteuil roulant avec précaution, attentif à chaque bosse du chemin. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ils marchaient ensemble, comme une famille. Pas une famille parfaite ou sans cicatrices, mais une famille réelle, en reconstruction. À l'appartement, Emily regarda avec émerveillement l'espace, les meubles élégants, la vue panoramique que Sophie lui avait décrite tant de fois. Mais ce qui l'émut vraiment, ce fut de voir sa fille courir librement d'une pièce à l'autre, en sécurité et heureuse, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine prit forme. Miles essayait, parfois maladroitement, d'apprendre les rythmes de sa sœur et de sa nièce. Il découvrit qu'Emily préférait le thé au café le matin, que Sophie avait besoin d'aide pour attacher ses chaussures mais insistait pour choisir ses propres vêtements, que toutes deux aimaient lire avant de dormir. Ils se trompaient souvent, oubliaient les médicaments, préparaient des repas qu'Emily ne pouvait pas encore digérer, se trompaient dans l'emploi du temps scolaire, mais ils n'abandonnaient pas. Chaque erreur était une leçon, chaque petit succès une victoire. Miles aménagea la chambre d'amis pour Emily avec des adaptations pour sa convalescence et transforma l'une des pièces de rechange en un petit espace artistique pour Sophie. L'appartement autrefois impeccablement organisé et impersonnel avait maintenant des dessins sur le frigo, des jouets parfois laissés sur le canapé et des photographies qui commençaient à remplir les cadres auparavant vides. Le soir, ils dînaient tous les trois ensemble. C'était différent des repas solitaires de Miles ou des dîners précipités qu'Emily et Sophie avaient l'habitude de prendre entre les quarts de travail et les devoirs. Il y avait de la vraie conversation, des rires, des silences confortables. Emily observait son frère faire tant d'efforts, mettre la table, se souvenir de petits détails, écouter vraiment quand Sophie partageait des histoires élaborées sur Monsieur Bouton. Elle voyait comment il notait méticuleusement les heures de prise de médicaments, faisait des recherches sur les directives de récupération, essayait d'anticiper les besoins. Elle réalisa, avec une surprise et une émotion croissante, que quelque chose en lui était vraiment en train de changer. Et pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle s'autorisa à croire que peut-être, le frère qu'elle avait perdu il y a longtemps était bel et bien en train de revenir. Pas exactement le même, mais peut-être une meilleure version, plus consciente, plus présente. Avec Emily en convalescence, les trois recommencèrent à apprendre l'art de vivre ensemble. C'était un processus délicat, parfois douloureux, souvent déroutant, mais toujours en progression. Miles jouait un rôle actif dans les soins de toutes les deux, aidant avec la routine de Sophie, essayant de prévoir ce dont Emily pourrait avoir besoin.
Il faisait encore des erreurs, se sentait encore dépassé, mais il continuait d'essayer. La persévérance, plus que la perfection, était ce qui comptait. Emily observait tout cela tranquillement, profondément émue par une transformation qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le frère ambitieux et distant cédait progressivement la place à quelqu'un de plus présent, plus attentif, plus humain. Et quelque part entre les médicaments pris à l'heure, les dessins scotchés au frigo et les histoires du soir, une famille se reconstituait. Non pas à partir de zéro, mais à partir de fragments patiemment rassemblés et collés avec espoir et patience. Une famille imparfaite, en devenir, apprenant que parfois, les liens les plus profonds se forgent dans le silence entre les mots, dans l'espace où les actions parlent plus fort que les promesses, où la présence constante guérit enfin la blessure de l'absence prolongée. Dimanche se leva avec une lumière dorée filtrant à travers les rideaux de l'appartement. 3 mois s'étaient écoulés depuis la sortie d'Emily de l'hôpital. 3 mois de petites victoires quotidiennes, d'adaptation et de découverte mutuelle. La physiothérapie intensive donnait des résultats visibles. Emily pouvait marcher dans l'appartement sans canne, bien qu'elle luttât encore pour les distances plus longues. Miles se réveilla au son de voix basses et de rires étouffés venant de la cuisine. Il vérifia l'heure, un peu après 7 heures du matin. Pour un homme qui avait l'habitude de se lever à 5 heures précises chaque jour, même le week-end, dormir jusqu'à 7 heures semblait presque coupable. Maintenant, cependant, il avait appris à savourer quelques petits luxes de la vie, comme le plaisir de se réveiller naturellement, sans réveil. Il sortit de sa chambre, toujours en pyjama, une autre nouvelle habitude. Les anciens pyjamas en soie avaient été remplacés par des modèles plus confortables, moins formels, que Sophie avait choisis lors d'une sortie shopping. Personne ne porte des pyjamas aussi sérieux, tonton Miles, avait-elle déclaré avec l'autorité de quelqu'un qui s'y connaît. En approchant de la cuisine, il entendit plus de rires et le cliquetis des ustensiles. Il s'arrêta un instant sur le seuil pour observer, sans être vu. Sophie se tenait sur un marchepied près de la cuisinière, une grande cuillère dans une main et une poêle à crêpes dans l'autre. Emily, assise sur une chaise voisine, supervisait avec une attention amusée. Monsieur Bouton occupait une place spéciale sur le comptoir, portant un tablier improvisé fait d'une serviette en papier. « Tu dois la retourner maintenant, très vite », insistait Sophie, entièrement concentrée. Quand les petites bulles apparaissent, maman dit toujours que c'est le moment de retourner. « Fais attention de ne pas te brûler », avertit doucement Emily, souriant au sérieux de sa fille. Sophie se mordit la lèvre en signe de concentration et tenta de retourner la crêpe, mais elle n'eut pas assez de force. Le résultat fut une sorte de masse informe, à moitié pliée, à moitié étalée, loin de la forme parfaite qu'elle avait imaginée. « Oups !» murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à sa mère avec un mélange de déception et d'humour. « C'est parfait pour une première crêpe », l'assura Emily. « Personne ne réussit du premier coup. Tu te souviens de mon histoire de la crêpe qui est restée collée au plafond ?» Sophie gloussa, hochant la tête avec enthousiasme. C'était quand on habitait dans l'appartement jaune. Tu avais dit que la crêpe avait eu tellement peur qu'elle avait essayé de s'enfuir vers le ciel. Miles ne put s'empêcher de sourire en écoutant. Ces petites histoires que partageaient la mère et la fille, ces aperçus d'une vie dont il n'avait pas fait partie, lui donnaient autrefois un sentiment doux amer. Maintenant, cependant, il se sentait simplement reconnaissant de pouvoir au moins entendre parler de ces moments. « Bonjour », dit-il finalement en entrant dans la cuisine. « D'après les odeurs et les sons, je suppose qu'on a un petit déjeuner spécial. »« Tonton Miles », s'exclama Sophie, manquant de faire tomber la cuillère. « On te faisait des crêpes surprises. Mais maintenant, ce n'est plus une surprise. »« Techniquement, c'est toujours une surprise parce que je ne les ai pas encore goûtées, » répondit Miles diplomatiquement. « Tu veux apprendre à les faire aussi ?» proposa Sophie, les yeux brillants d'excitation. « Maman dit que tu n'étais jamais très bon en cuisine, même quand vous étiez enfant. » Miles lança un regard interrogateur à Emily, qui haussa les épaules avec un sourire innocent. « J'ai peut-être mentionné une fois que tu avais essayé de faire un sandwich au beurre de cacahuètes et aux sardines pour impressionner une voisine, » expliqua Emily. « Pour ma défense, j'avais 9 ans et des connaissances culinaires limitées, » protesta Miles en s'approchant de la cuisinière. « Et je suis absolument prêt à apprendre maintenant, professeur Sophie. Je suis entre tes mains. » Sophie rayonna, ravie de ce renversement des rôles. Habituellement, c'était elle qui apprenait des adultes. Maintenant, elle pouvait enseigner quelque chose à son oncle, une source évidente de fierté. « D'abord, il te faut un tablier », déclara-t-elle sérieusement. « Maman dit toujours que les vrais cuisiniers portent des tabliers. » Miles regarda autour de lui,
ne voyant que le tablier fleuri d'Émilie accroché à un crochet. Sophie suivit son regard et rit. « Tu peux porter le mien », offrit-elle généreusement, lui tendant un petit tablier bleu décoré de dinosaures de dessins animés portant des toques de chef. Il était évidemment beaucoup trop petit, mais Miles l'accepta avec toute la solennité que l'occasion exigeait. « Parfait », déclara-t-il en attachant le minuscule tablier autour de son cou comme une cravate improvisée. Émilie ne put réprimer son rire à la vue de l'imposant homme d'affaires portant un tablier d'enfant à dinosaure. « Maintenant, tu dois préparer la pâte », continua Sophie. « Mais ça, on l'a déjà fait pendant que tu dormais. C'est très facile, des œufs, du lait, de la farine, un peu de sucre, l'ingrédient secret. » « Quel est l'ingrédient secret ?» demanda Miles avec une curiosité sincère. Sophie porta un doigt à ses lèvres, jetant un coup d'œil à sa mère qui hocha la tête en signe de permission. « De la cannelle » chuchota-t-elle théâtralement. « Juste un tout petit peu. Ça fait toute la différence. »« Je m'en souviendrai », promit Miles en égalant son ton sérieux. Sophie versa une louche de pâte sur la plaque chaude. « Maintenant, regarde les bulles. Quand tu vois beaucoup de bulles, c'est là qu'il faut retourner. » Miles observa attentivement la pâte s'étaler et commencer à former de petites bulles à la surface. Il y avait quelque chose d'étrangement fascinant dans le processus, quelque chose qui défiait la complexité à laquelle il était habitué. Une simple crêpe demandait de la patience. On ne pouvait pas la précipiter ou la forcer. Elle devait suivre son rythme naturel. « Je crois qu'elle est prête à retourner », annonça Sophie après quelques instants. Miles prit la spatule, incertain. « Je suis sûr que je vais rater ça. » « Tout le monde rate les premières fois, » dit Sophie avec la sagesse de ses quelques années. « Ce n'est pas grave. On peut en faire d'autres. » Encouragé, Miles glissa la spatule sous la crêpe, et d'un mouvement qu'il voulait assurer, tenta de la retourner. Le résultat fut catastrophique. La crêpe se replia sur elle-même, une partie resta collée à la spatule et une autre déborda sur le bord de la plaque. « Oh » fut tout ce qu'il put dire, fixant la masse informe de pâte. Pendant un instant, la cuisine fut silencieuse. Puis Sophie se mit à rire. Un rire authentique, joyeux, contagieux. Émilie se joignit à elle, essayant sans succès de cacher son sourire derrière sa main. Miles regarda son désastre culinaire, à sa propre surprise, se mit à rire aussi. Un rire libre, sans garde, dont il ne se souvenait pas avoir eu depuis des années. « Ça », réussit à dire Sophie entre deux éclats de rire, « c'était encore pire que ma première tentative. » « Je crois que la crêpe n'a pas seulement eu peur, » dit Émilie en essuyant des larmes de rire. Elle était complètement paniquée. « Eh bien, au moins, nous avons établi un nouveau standard de désastre culinaire, » répondit Miles, riant toujours en grattant les restes sur la plaque. « Tout ce qui sera au-dessus pourra être considéré comme un succès. » Sophie lui tendit une autre louche de pâte. « Essaie encore, tonton Miles. La deuxième sort toujours mieux. » Et étonnamment, ce fut le cas. Pas parfaite, loin de là, mais au moins reconnaissable comme une crêpe. La troisième fut encore meilleure. Et vers la cinquième tentative, Miles faisait des crêpes raisonnablement rondes et dorées. « Je suis impressionné », dit Émilie en regardant la pile croissante de crêpes sur l'assiette au centre de la table. Pour quelqu'un qui a un jour essayé de faire du café avec de l'eau froide, c'est un progrès significatif. « J'avais peut-être 12 ans, » protesta Miles en retournant une autre crêpe avec une confiance croissante. Et pour ma défense, personne ne m'avait dit que l'eau devait être chaude. « Attends, sérieusement ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés. « Tonton Miles ne savait pas faire de café ? » « Ton oncle avait beaucoup de talent, » expliqua Émilie en partageant un regard taquin avec Miles. « Les maths, les échecs, convaincre les gens de faire des choses pour lui, mais la cuisine, ce n'était définitivement pas l'un d'eux. » Jusqu'à maintenant, ajouta Miles, ressentant une fierté exagérée en glissant une crêpe parfaitement ronde sur l'assiette. « Sophie est une merveilleuse professeure. » La petite fille rayonna de fierté. « C'est maman qui m'a tout appris. C'est la meilleure cuisinière du monde. » Émilie sourit, touchée par le compliment de sa fille. Elle regarda le duo dans la cuisine où Miles, portant toujours le minuscule tablier, Sophie sur son marchepied dirigeant l'opération avec autorité, et sentit une vague d'émotion qu'elle ne put immédiatement nommer. Ce n'était pas seulement du bonheur, bien que le bonheur en fît partie. C'était quelque chose de plus profond, de plus substantiel. La sécurité. C'était ça. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis la mort de leurs parents, Émilie sentit qu'elle n'avait plus à être forte toute seule. Il y avait quelqu'un d'autre pour partager le fardeau, pour aider à porter les responsabilités,
quelqu'un d'autre sur qui Sophie pouvait compter. Elles sont prêtes, déclara Sophie en considérant la haute pile de crêpes avec satisfaction. Maintenant, il faut du sirop au chocolat, du beurre et des fraises. Je crois qu'on a tout ça, confirma Miles en ouvrant le frigo. Depuis qu'Emily et Sophie avaient emménagé, le réfrigérateur autrefois presque vide contenait maintenant une variété remarquable d'aliments. Un autre petit signe de la façon dont la vie avait changé. Ils s'assirent autour de la table de la cuisine, un achat récent, fait spécifiquement parce qu'Emily avait mentionné en passant qu'elle avait toujours rêvé d'une grande table en bois pour les repas de famille. Miles en avait commandé une le lendemain, faite sur mesure par un menuisier local. « Qui veut goûter en premier ?» demanda Sophie, regardant anxieusement Miles et Emily se servir. « Je pense que l'honneur devrait revenir à notre nouveau chef », suggéra Emily en regardant son frère. Miles coupa une généreuse part de crêpes, couverte de sirop au chocolat et surmontée d'une fraise. En la goûtant, ses sourcils se haussèrent de surprise sincère. « C'est vraiment bon », annonça-t-il, sans avoir besoin de feindre l'enthousiasme. « Tu vois, je t'avais dit que le secret, c'était la cannelle », s'exclama Sophie en se servant sa propre portion. Emily prit une bouchée à son tour et hocha la tête avec approbation. « Je crois qu'on a trouvé notre chef crêpier officiel du dimanche. » Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent des projets de la semaine à venir. Emily avait un entretien d'embauche le lundi, un poste de couturière dans un atelier de robes de mariée. Initialement, elle craignait de ne pas être prête à retravailler, mais Miles et Sophie l'avaient encouragée. « Tu peux commencer à temps partiel », avait suggéré Miles, se rappelant leur conversation en attrapant une autre crêpe. « L'atelier semble flexible d'après ce que tu as dit. » « Et moi, je peux rester ici avec tonton Miles après l'école les jours où tu travailles, » intervint Sophie. « Il sait déjà faire mon goûter préféré et tout. » Emily sourit, reconnaissante de leur soutien. « Vous avez raison tous les deux. Je pense que je suis prête à essayer. » À propos, dit Miles nonchalamment, bien qu'il ait clairement planifié ce moment. En parlant d'entretien, j'ai eu une idée dont je voulais discuter avec vous deux. Emily haussa un sourcil. « Je t'écoute. » J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir. À nous trois. À cet appartement. Tu en as marre de nous ? Demanda directement Sophie, le visage inquiet. Non. Juste le contraire. S'empressa de clarifier Miles. En fait, je pensais, cet appartement ne m'a jamais semblé être un foyer avant que vous n'arriviez toutes les deux. Il est beau, il a une vue incroyable, mais il a toujours été plus comme une suite d'hôtels de luxe, un endroit où dormir entre deux engagements professionnels. Emily hocha la tête, comprenant. Elle avait remarqué dès le début comment l'espace, malgré son élégance, manquait de toute touche personnelle avant leur arrivée. Alors je me disais, continua Miles, que peut-être on pourrait chercher un nouvel endroit. Une maison, peut-être ? Quelque chose qu'on pourrait décorer ensemble, qui aurait une part de nous tous. Une vraie maison de famille. Il y eut un moment de silence pendant qu'Emily assimilait la proposition. Il ne s'agissait pas seulement de déménager. Il s'agissait d'officialiser l'arrangement qu'ils avaient créé, de transformer une solution temporaire en quelque chose de permanent. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle finalement. « Complètement » affirma Miles. « Mais seulement si vous le voulez toutes les deux. Emily, je sais que tu as toujours rêvé d'avoir ton propre espace, donc je comprendrais si, à terme, tu préférais un endroit juste pour toi et Sophie. Mais une maison avec un jardin, intervint Sophie, les yeux brillants. On pourrait avoir un chien. Et planter des fleurs. Et faire des pique-niques. Exactement, sourit Miles, reconnaissant pour l'interruption enthousiaste de sa nièce. Et ce serait notre endroit, à nous. Pour de vrai. Emily regarda son frère, puis sa fille, puis de nouveau son frère. Elle vit l'espoir sincère dans les yeux de Miles, si différent de l'homme calculateur et distant qu'il était autrefois. Elle vit l'excitation de Sophie, qui imaginait déjà comment pourrait être cette nouvelle maison. « Je pense que c'est une idée merveilleuse, » dit-elle doucement mais fermement. « Un nouveau départ pour nous tous. » Le sourire qui s'étala sur le visage de Miles illumina toute son expression. « Génial. J'ai déjà quelques annonces à vous montrer. Il y a une maison avec un jardin incroyable, à environ 20 minutes d'ici. Tu as déjà cherché ?» Emily rit en secouant la tête. « C'est tellement typique de toi. Toujours une longueur d'avance. » Cette fois, dit-il doucement, j'aime penser que je suis une longueur à tes côtés. Que je marche avec toi, pas devant. 2 semaines plus tard, ils retournèrent tous les trois à l'hôpital pour le rendez-vous de suivi final d'Emily avec le docteur Sharma. Le rendez-vous marquait officiellement la fin de son traitement intensif,
bien qu'elle aurait encore besoin de séances de physiothérapie occasionnelles. Ils étaient assis côte à côte dans la salle d'attente, le même endroit où tout avait commencé des mois auparavant. Sophie, au milieu, tenait les mains d'Emily et de Miles, balançant ses jambes tout en racontant à voix basse une histoire compliquée sur Monsieur Bouton et ses aventures en tant que docteur pour ours en peluche. Miles regarda autour de lui. Les mêmes chaises en plastique bleu, les mêmes affiches au mur, les mêmes annonces lointaines aux haut-parleurs. Rien n'avait changé dans cet endroit. Pourtant, tout était différent. Il jeta un coup d'œil à sa sœur, qui remarqua son regard et lui sourit en retour. Un sourire sincère, qui parlait de pardon, de compréhension, de nouveau départ. Un sourire qui disait que malgré tout, ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. « À quoi tu penses ?» demanda Emily doucement, pendant que Sophie continuait son récit élaboré, impliquant maintenant tout un hôpital pour nounours malades. « À comment les choses changent ?» répondit Miles. « Et comment les choses les plus importantes restent les mêmes, même après si longtemps ?» Emily hocha la tête, comprenant. « Nous sommes différents. La vie nous a façonnés d'une manière que nous ne pouvions pas prévoir. Mais on est toujours nous, au fond. » Famille Carter-Wilson, appela une infirmière depuis le seuil, interrompant l'instant. Sophie bondit la première, tirant les adultes par la main. « Allons-y. Le docteur Sharma va être fier de voir comme maman va beaucoup mieux. » Alors qu'ils marchaient ensemble dans le couloir, Miles réfléchit au voyage extraordinaire des derniers mois. Comment une rencontre fortuite ou peut-être pas si fortuite avait réorienté toute sa vie. Comment les choses les plus simples ou les crêpes du dimanche, les histoires du soir, les rires partagés s'étaient révélées être les plus précieuses. La salle d'attente était le même endroit où tout avait commencé. Mais c'était maintenant un lieu où quelque chose de tout nouveau était né. Une seconde chance, un nouveau départ, une famille reconstruite à partir des vestiges du passé et des promesses du présent. Sans grande déclaration ni vœux solennels. Juste la certitude simple qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, pour reconstruire, pour se souvenir de ce qui compte vraiment. Et que parfois, le foyer que l'on a cherché toute sa vie n'est pas du tout un lieu physique. Mais les personnes avec qui l'on choisit de partager ces crêpes brûlées et ces histoires imparfaites. Des personnes qui se redécouvrent au milieu du quotidien, avec l'assurance tranquille mais inébranlable qu'elles sont exactement là où elles doivent être.